Salut à tous, c'est Hubert. Alors j'ai dit 18, mais évidemment c'est 19h. Vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et la Japanimation tous les mercredis de 19h à 21h sur les ondes de Move et en simultané, vous le savez maintenant, sur le Twitch de Move. Ma chère Ringo, avec un t-shirt qui est extrêmement fabuleux. Comment tu vas ? Ça va, mec. Ah non, c'est pas le bon mec, non, ça. Ça, c'est Eddie Murphy. Ouais, ça c'est Eddie Murphy. Bah écoute, ça va très bien. Mon magnifique t-shirt Rush Hour que j'ai acheté au Japon. Voilà. Rush Hour 1, t'as. Ouais. Oui, Rush Hour 1. Mais ils sont tous excellents, on en avait déjà parlé. C'est vrai. Voilà. Et tu sais, j'ai une bonne nouvelle. Bah laquelle c'est ? Bah, devine quoi ? Et bah, j'ai enfin trouvé une chronique. Let's go! Mais il y a une mauvaise nouvelle. Oh. C'est à partir de la semaine prochaine. Ah merde. Non mais est-ce que tu peux nous faire un titre ? Est-ce qu'elle a un titre déjà ou pas encore ? Toujours pas, mais on pourrait l'appeler titre juste. On pourrait l'appeler titre. Je vais réfléchir à comment on pourrait l'appeler, mais ça va être pas mal. Tu nous teases le sujet ou pas encore ? Ou là c'est trop tôt ? Je peux vous teaser un petit peu. On va surtout discuter de personnalité du milieu manga et animation. Ok. Très bien. Voilà, à travers des œuvres, entre autres. Ça va être pas piqué des hannetons. Ah bien, j'adore cette N'est-ce expression, pas piquer d'un temps, attention que en même temps. Voilà. Super, donc ce sera dès la prochaine fois que tu es en émission. Exactement, la semaine prochaine. Donc au mois de mars. Presque. Nice, comment tu vas ? Ça va et toi? Mais impeccable, vous avez toutes les deux mis collier de perles. Mais bien sûr, on a sorti. Moi, Ouais. écoute, j'ai envie de te dire que je prends exemple sur la reine, la Queen, Queen Ringo. Ok. Ma disciple. C'est pour ça que j'ai dit que tu allais bientôt égorger des poulets dans les, dans les cimetières. Bon, je sais pas si je vais arriver jusque là, mais en ce moment c'est sanglant. Hein. Je ferai pas de vanne. Anime Actu. Anime Actu avec totalement. Toi, je vais vous présenter une masterpiece. Vraiment, elle est magnifique. Elle est en face de moi, elle est toute rose. Ouais. Elle est dans l'actu du moment en ce moment sur Netflix. Bon, je vous ai donné un petit indice, mais vous verrez, c'est magnifique. Ça marche, ce sera en deuxième partie d'émission. Valentin avec un t-shirt où il y a Goku et Freezer, dont c'est extraordinaire. Tac. Comment tu vas ? Bah nickel, vous m'aviez manqué. T'étais pas là la semaine dernière ? Si. Bah voilà. Les semaines sont longues, hein, excuse-moi. C'est vrai, non mais c'est vrai. Moi je compte les jours. Hein. Bah c'est exact. Moi je compte les secondes. Waouh. Entre les émissions, donc c'est très très long. Le Nani avec toi tout à l'heure en fin de première heure. Un Nani coup de gueule aujourd'hui. Ah bon là. Voilà, il en faut de temps en temps. Ouh, on a un Valentin fâché. Voilà. J'adore. D'accord, ok, je suis pour, donc restez avec nous, ce sera en fin de première heure. Frédéric Lorge est avec nous, créateur et directeur d'ailleurs de la galerie de la bande dessinée à Bruxelles. Comment tu vas ? Très bien, merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. C'est un vrai plaisir. Tu prends l'avion pour les Caraïbes après ou pas ? Non. Je reste la nuit à Paris. Je reste la nuit à Paris. Quand même. Je pense que la chemise à fleurs n'est pas la bonne pour Paris. En tout cas, pas en ce moment. On va évidemment parler de la galerie avec toi. En plus, tu nous as ramené des planches de dessins de personnages de manga, donc on en parlera avec toi, parce que c'est surtout certainement ce qu'on peut retrouver d'ailleurs en exposition dans la galerie. Oui. J'imagine que c'est ça, on en parlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Ken Otabunka sera avec nous, donc créateur de contenu et aussi de jeux, parce qu'il a créé un jeu, on en parlera. Et on parlera aussi avec lui de tous ces reboots qu'il y a de manga et d'animé. On va en parler, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça fait du mal à la société ? On parlera de tout ça. Ouais, j'ai pris un air un peu sérieux. C'est dramatique. En fait, c'est pas si sérieux que ça. Évidemment, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à la radio et évidemment tous ceux qui nous regardent en direct live sur le Twitch de Move. Si tout le monde est prêt, mais Yatta, c'est parti. Yata. Non, c'était pas mal celui-là. On voit que t'avais très envie, ma chère Ringo. Frédéric, avant qu'on commence avec toi, donc il y a le hype ou pas hype. Donc c'est quelques news qui sont tombées dans la semaine, donc de mercredi à mercredi, et on va voir ensemble si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Vous avez reconnu Deku qui met un Texas Match dans la tête de Shigaraki. Qui d'autre Et bah évidemment, comme vous le savez, MHA est malheureusement terminé en pré-publication. Le dernier tome est sorti au Japon aujourd'hui et normalement c'est pour cet été ou un peu avant en France. Et comme le manga est une inspiration de comics américains, eh bien Marvel ont décidé de fêter cette fin de manga en faisant une collaboration entre Spider-Man et MHA. Donc on voit, mais c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, c'est juste pour vous dire qu'il y a eu cette collaboration. On voit Spider-Man avec les personnages masculins des MHA et on voit Gwen Stacy avec les personnages féminins de MHA. Mais ce qui m'intéresse en fait c'est pas ça, parce qu'on a parlé plusieurs fois en fait des collaborations qu'il y a pu avoir comics, manga. Non, ce qui m'intéresse c'est surtout la suite, parce qu'Horikoshi a dit qu'il travaillait déjà sur son prochain manga et on sait qu'il avait très envie de faire un manga d'horreur, donc qui serait totalement différent de MHA, quoique même si certains
personnages de MHA ont quand même une portée un peu horrifique. Voir si un manga horreur par Horikoshi, ça nous plairait. Mon cher Frédéric. Alors, la collaboration Marvel-MHA ou bien le manga horrifique? Le manga horrifique. Après, si tu veux parler de la collaboration Marvel et MHA, vas-y. À partir du moment où il y a des passerelles et où ça peut permettre aux lecteurs de comics de découvrir un peu des nouveaux titres manga et vice-versa, c'est toujours intéressant. Moi, je trouve toujours ça intéressant dès le moment où, en plus, les créateurs s'amusent et on respecte leurs personnages dans les covers, etc., ou dans les utilisations, c'est parfait. Et Horikoshi en mangaka d'horreur. C'est intéressant parce qu'en fait, l'horreur, ça reste quand même un sous-genre. On a rarement des lettres de noblesse pour l'horreur, à part un Junji Ito ou certains grands mangaka. Tu teases quelque chose dont je vais parler tout à l'heure. Voilà, mais je trouve ça vraiment intéressant si ça peut amener, avec un scénario construit, un feuilleton horrifique. C'est rare, on est souvent sur des nouvelles cours, des récits courts pour l'horreur. C'est vrai. Donc là, si on peut partir sur un truc feuilletonnesque, c'est intéressant. C'est vrai. Ringo, sur Horikoshi horreur. Alors moi déjà tu me parles d'horreur forcément, oui. je suis là. Et Horikoshi en plus j'aime beaucoup son trait, notamment quand il fait des planches, notamment sur Shigaraki, ce genre de choses, il a un trait très, très nerveux que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas. Après quand il fait ses personnages je les trouve un peu poupons, donc ça peut être un peu rigolo le parallèle entre les deux. C'était peut-être le but pour les élèves, tu parles pour les élèves de Yue ou tu parles pour même les en général héros, je trouve Aizawa, je le trouve, il est pas non plus hyper réaliste, ce genre de choses. Il y a quand même ce côté un peu lisse que j'aime bien, j'adore ça dans le style de Horikoshi, même dans sa colo, etc. Donc en vrai, moi j'aimerais bien voir ce genre de choses, ce genre de dessin très, très léger, avec un fond hyper bien travaillé, des personnages ultra sombres et tout. Moi j'aime bien quand des enfants souffrent, donc tu sais, je sais. ça serait vraiment super cool d'avoir ça. Je précise à tout le monde, tu parles dans les mangas. Évidemment. Valentin. Moi les deux me plaisent, la collab parce qu'elle fait sens, c'est logique et c'est le marché américain et le marché que les Japonais draguent le plus ces derniers temps, à notre grande dame, nous Français. Mais c'est un marché gigantesque. On a vu Naruto avec les Tortues Ninja. On va en voir d'autres. C'est sûr et certain, avec une Aprilonie Black d'ailleurs au passage C'était déjà ça dans le dessin, enfin dans le film d'animation qui est sorti l'été dernier. Ils reprennent le même truc. Ils ont changé un petit peu le chara design quand même. Ils l'ont rendu très moche, mais bon, ça c'est encore autre chose. Horikoshi en horreur, banco. Moi jusqu'à présent, chaque fois il a su rebondir. Je pense qu'on pourrait même dire que c'est Horikochet, tu vois. Tu l'avais préparé celle-là? Ça fait 2 minutes que j'attends de la placer. D'accord, c'est pour ça. Donc je suis chaud. Voilà. Nice. Au-delà de ce qui a déjà été dit, moi ce que je trouve super c'est que il garde son audace, parce que déjà il a été audacieux en faisant MHA, en mettant du super-héros, du comics dans les mangas, et là qui part totalement dans quelque chose qui est totalement différent de ce qu'il fait, qui se soit pas enfermé dans son petit côté super-héros, qui part sur de l'horreur. Ouais, je trouve ça super qu'il ait gardé en lui cette envie de faire ce qu'il veut, tu vois. Et qu'il n'ait pas peur de se lancer dans quelque chose que ses lecteurs ne connaissent pas de lui. C'est vrai. Voilà. Après, si je peux juste déborder très rapidement. En série qui a cartonné, il y a quand même The Walking Dead. On peut faire de l'horreur qui dure et qui marque. Voilà. C'était juste pour dire. Edgar, c'est bien que le seul trésor est dans le cœur des belles. Leurs yeux et leurs dentelles valent bien plus qu'une montagne d'or. Lupin the Third, alias Edgar le cambrioleur pour les intimes, va faire son retour au cinéma. Il me semble que le dernier c'était en 2019. Et là, non seulement ça revient au cinéma, mais surtout, ça revient en 2D. C'est par TMS Entertainment à la production, Télécom Animation à l'animation, forcément. L'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas Lupin the Third, c'est l'histoire du petit-fils d'Arsène Lupin. L'histoire du film, on l'a pas encore exactement, on n'a pas la date exacte, mais c'est pour 2025. Mon cher Frédéric, est-ce que ça te hype ce retour au cinéma de Lupin the Third? Oui, parce qu'on a un personnage qui était vraiment à la fois très espiègle, qui est un peu barré. Moi, je préfère voir une bande-annonce de Lupin que 3 saisons de Lupin sur Netflix. Okay. Voilà. Alors, vous pouvez quand même regarder les saisons de Lupin sur Netflix, vous allez quand même passer un bon moment. Ouais, mais le personnage, dans le dessin animé, il y a un côté fanfaron, il y a un côté grotesque. Tout est, il surjoue un peu le curseur, et je trouve qu'il y a une fraîcheur. Ils ont réussi à garder la fraîcheur avec ce personnage, qui est un petit peu déjanté, mais en même temps très structuré. Je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants et assez sous-coté, en fait, dans les personnages de manga. Ok. Nice. Eh bien écoute, moi c'est surtout l'histoire du cinéma en 2D.
Oui. Honnêtement, bon, on est habitué maintenant au niveau de nos yeux de regarder de la 3D, mais le fait qu'ils se disent que let's go, on repart sur de la 2D, c'est qu'il y a un travail vraiment phénoménal derrière. Donc ça me rend extrêmement curieuse de voir ce que ça va donner, tu vois, parce que c'est pas totalement fait à l'ordinateur. Forcément, il y a de l'ordinateur, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cette facilité de la 3D. À mon avis, c'est de la 2D, mais ordi. Ça m'étonnerait que ce soit que du dessin. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même une certaine facilité avec la 3D qui ne sera pas là. Et moi, ça me rend curieuse. C'est pas la chose que je préfère, mais let's go. Okay. Franchement, oui. Val. Moi, je suis super hype. Je suis super hype parce qu'on n'a pas dit aussi qui était le réalisateur de ce film. C'est Takeshi Koike. C'est un mec vous avez forcément vu de ses œuvres. Il a bossé de Yawara à Cowboy Bebop. Il a bossé sur tellement de trucs et son approche sur les films. Pas la série, Cowboy. C'est la série animée. C'est son 4e passage qu'il va faire sur l'univers de Lupin en tant que réalisateur. Il avait aussi bossé en tant qu'animateur clé avant. Et en fait, lui, son approche, c'est de faire un film dédié à un personnage et de l'angler très très dans la noirceur. Donc ça, c'est ce qui va faire plaisir à Ringo. Oui. Et d'aller dans la psychologie du personnage, pas juste raconter une aventure. Et c'est génial, c'est un génie. Voilà. D'ailleurs, Ringo. Je rejoins complètement Valentin, je suis une grosse fan de Lupin the Third. J'ai adoré le dernier film qui était en 3D, qui était de la bonne 3D. On en parlait avec Valentin en off. On avait vraiment beaucoup aimé. Et puis même les dernières séries, que ce soit quand il est en Italie, etc., c'est juste trop bien. Et en plus, maintenant... Enfin, malheureusement, le seiyuu, le doubleur de Jigen, qui est un des personnages principaux, est décédé et il a été remplacé par Akio Otsuka, que j'aime beaucoup, qui fait Barbe Noire, entre autres, Rider dans Fate Zero, ce genre de choses. Donc, je suis fan de ce seiyuu, donc je suis très très contente. Ça marche. Ça, c'est Ringo dans les cimetières. Mais qui c'est ça? C'est égorge un lapin, c'est ça? Alors, pardon. Le survival horror Dead After Daylight, survival horror multijoueur d'ailleurs, s'attache les services de Junji Ito. Tu en parlais tout à l'heure. Frédéric, le maître de l'horreur japonais, a créé de nouveaux skins pour les personnages du jeu. Donc on a pu voir les premières images des skins qui sont une forte inspiration d'Uzumaki, donc l'un des mangas de Junji Ito, et de Tomie aussi, un autre manga de Junji Ito. On ne sait pas encore les compétences ou les facultés que ça apportera au personnage. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué à Dead by Daylight, c'est un jeu en multijoueur, donc on joue soit un tueur, soit une personne qui essaye de s'échapper. Le but du tueur est évidemment de tuer tout le monde, et ceux qui essaient de s'échapper doivent rallumer des espèces de gros blocs d'électricité pour ouvrir des portes et s'enfuir. Par la suite, ma chère Ringo, est-ce que ce crossover jeu d'horreur et maître de l'horreur japonais te hype? Alors, je crois que la terre est en train de trembler tellement je m'en tamponne le coquillard. Ah ouais? Waouh. Ouais. Tu tamponnes fort, toi? Je tamponne très très fort, titre. Ouais. C'est une bonne chose que Junji Ito soit de plus en plus considéré dans la pop culture à grande échelle, alors que ça aurait dû être fait il y a des années de ça, mais bon, ça c'est que mon avis. C'est une très bonne chose parce que ça pourrait annoncer d'autres choses par la suite. Mais ce jeu-là en particulier, j'ai jamais joué, et les jeux d'horreur, à part certains, Silent Hill, non merci. Donc je ne mettrai jamais mes petites mimines dessus. Okay. Donc je m'en tamponne. Ça marche. Valentin. Moi j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'il est juste au chara design ou est-ce que ça va influencer un petit peu l'histoire? Ah oui, pardon. Sur la profondeur des personnages et amener quelque chose en plus au gameplay. Sinon je jouerai pour tester et on verra quoi. Nice. Je joue pas aux jeux d'horreur, les gars. J'adore la lumière allumée, tu vois. Donc moi, je ne joue pas aux jeux d'horreur, mais je trouve ça vraiment incroyable, tu vois. Si ça pouvait exister de plus en plus. Enfin, Junji Ito, ça prend tellement de sens, tu vois. Et je suis très curieuse de voir à quoi ça va ressembler également. Mais... C'est bien parce que tu joues pas aux jeux d'horreur, mais par contre, tu lis Junji Ito. Oui, je lis un petit peu de Junji Ito, c'est vrai. Parce qu'il y a des, et surtout Tomie, les personnages dans Uzumaki, ils sont très glauques. Pas forcément envie de dormir derrière. Ils sont sympas. En manga, ça passe bien l'horreur, j'aime bien. Okay. Ouais, ça glisse. Ça marche. Frédéric. Moi, je trouve toujours ça bien si on peut faire découvrir le travail d'un auteur à des nouvelles générations. Ouais. Et surtout, si jamais ça se passe bien, peut-être qu'après, il y aura un autre promoteur de jeu qui aura envie de l'impliquer plus avant dans le concept créatif, pas juste pour des petites skins gadgets, mais vraiment s'imprégner de l'univers ou des tableaux, parce que pour moi, même s'il travaille à la plume, mais il y a des œuvres, on est vraiment sur des tableaux. Bien sûr. Donc si ça pouvait vraiment intégrer, ou s'il pouvait y avoir une petite membrane entre un jeu vidéo et vraiment l'univers de Junji Ito, ça serait passionnant. Ce serait incroyable. Il y a eu les séries, pourquoi pas jeux vidéo. Ça marche. Et c'est tout pour cette semaine. Alors juste avant qu'on commence avec toi, Frédéric, vous le savez que les copains de Japan Demande vous régalent sur des cadeaux et des codes promo. C'est simple.
Ça se passe directement sur le Twitch de Move. Il y a Face qui est derrière et qui s'occupe de tout. Vous voyez ça avec lui. Je vous dis juste un truc. Vous ne pouvez pas le soudoyer, sauf si vous avez des infos sur les prochains God of War. Mais à mon avis, vous en avez pas, à moins que vous travailliez chez Sony. Alors, Frédéric, je rappelle que tu es créateur et aussi le directeur de la galerie de la bande dessinée à Bruxelles, qui se trouve forcément en Belgique. En ce moment, il y a une exposition, et ça me fait énormément plaisir, sur Bleach. C'est un animé et un manga que j'adore. Avant qu'on parle de ce qui se passe en ce moment, la galerie au début était uniquement BD. À partir de quand est-ce que tu as fait le switch pour rajouter du manga? Alors ça fait 1 an. Quand j'ai commencé la galerie, il était principalement sur les... Donc je vends uniquement des dessins originaux. Donc c'est des œuvres d'art, c'est le travail des dessinateurs de BD. Je travaille avec des dessinateurs belges et français, un petit peu européens. Puis j'ai rajouté un peu de comics. Donc je travaille par exemple avec Gilbert Shelton, qui est le créateur des Freak Brothers, qui vient aussi d'avoir une version animée il n'y a pas très longtemps. Et moi je collectionnais pour mon plaisir en fait certains cellulos, certains dessins. Mais j'étais plus cellulo au départ, parce que j'arrivais pas à trouver des crayonnés. Je me permets de te couper, tu étais collectionneur avant d'ouvrir la galerie? Je pense qu'en général, tous les gens qui ont été galeristes d'art ont été collectionneurs avant, ont été dans le milieu de la collection, parce que c'est vraiment une question de ressenti. C'est le plaisir d'être en face d'une œuvre, en fait. D'accord. De partager. Moi, quand je vois une œuvre d'art, là, par exemple, voilà, j'ai un dessin crayonné de Kid Goku devant moi pour le combat contre Satan. Je revois l'image, parce que moi, j'ai grandi avec ça, j'ai 49 ans. Donc, quand tous les mercredis, en Belgique, on va à l'école le matin, le mercredi, enfin, on allait à l'école le matin, et mercredi après-midi, c'était congé, donc c'était Club Dorothée, donc c'était le nouvel épisode de Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac. Moi, j'ai vécu ça où chaque semaine, on attendait avec impatience la suite. Et quand je revois ce dessin, moi, ça me ramène en arrière. Donc, il y a vraiment un côté Madeleine de Proust. Et là, depuis 3 ans que je préparais cet ajout de l'animation japonaise à la galerie, j'ai découvert, via des contacts, via des rencontres avec des collectionneurs, un peu plus aussi vraiment de la qualité dans des dessins. J'ai découvert une qualité de dessin que je n'avais pas rencontrée jusqu'alors. Je me suis dit, OK, là, je passe le pas, parce que je vois, j'ai vraiment l'impression que cette qualité-là d'être dans le studio, en fait, pendant le moment de création. Mais du coup, les premières expos que tu as fait, ce sont avec les achats que tu avais fait? Ouais, là, c'est le fond de la galerie, en fait. Ouais. Il n'y a pas de prêt, c'est ça que je posais. Il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de dépôt-vente, donc comme toute galerie, c'est de l'achat d'inventaire, et après il y a un risque financier, et après, là par exemple, je viens d'acheter du Déméthane et du Rémi sans famille, je ne vais pas partir au tropique avec ça, mais moi, retrouver du Rémi sans famille et du Déméthane, on est dans les années 80, c'est un petit crapaud qui joue du fifre sur une feuille de roseau plié, qui vit dans une mare, et le patron de la mare, c'est un caïd, et il fait souvent bastonner Déméthane, mais on est vraiment dans des coups de latte dans la poitrine. C'était le premier Pokémon, quoi. Et Déméthane, il est amoureux évidemment de la fille du caïd qui danse sur les nids du phare. Donc c'est vraiment. C'était Calimero avant Calimero. Ça, mais c'est beaucoup plus dur. Calimero, il y a juste Priscilla qu'il faut amadouer. Déméthane, il risque sa vie à chaque épisode. Et donc retrouver du Déméthane, ça a plus de 40 ans, ça a presque 50 ans. Les feuilles d'ailleurs sont même un petit peu froissées, pliées. Moi, retrouver des dessins de création de 45 ans sur un dessin animé, un des premiers dessins animés, c'est comme quand j'ai un Capitaine Flamme entre les mains. Voilà, moi c'est extraordinaire qu'ils aient survécu jusqu'ici, vu la manière dont ils ont été traités, c'est déjà miraculeux. Valentin. Ouais, je vais faire un manige, j'ai 2 questions. La première. Alors, normalement, on n'a pas le droit à ça. Hein. Bon, pardon. Alors là, je fais la première. Mais je te laisse là parce que. Quand on parle de découvrir des trucs d'il y a 47 ans, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces originaux, à l'époque, les studios d'animation les mettaient à la poubelle. Hein, ils les jetaient. Ouais. C'est un truc de fou quand même. Tu ressens quoi toi en tant qu'amoureux des œuvres d'art de savoir que ça a été un moment dans une poubelle? Alors les planches originales de BD pour les Européens, c'était un peu la même chose. C'était considéré comme du matériel de production, ce qui était vraiment le cas du dessin animé. Moi ici, j'ai pas d'affect envers la plupart des cellulos, parce que pour moi les cellulos c'est une peinture sur une impression. Même si c'est une impression sur un film plastique transparent. Par contre, là, quand j'ai un dessin, je vais me perdre dans les coups de crayon, je vais voir parfois quelques repentirs ou un crayonné et un choix qui a été fait par l'animateur. Moi, je considère que en tout cas, mon métier de galerie, c'est aussi un métier de passeur. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de chercher, de trouver des pièces pertinentes de certains auteurs, de certaines séries, et de pouvoir ensuite les confier à des collectionneurs. Et là, pour l'anime, tous les gens qui sont venus dans ma galerie acheter ça, on n'est pas du tout dans la spéculation, on est sur des fans qui viennent le sourire aux lèvres, parfois avec leurs femmes, leurs enfants, ou en couple, etc. Et il y a un plaisir d'être là, parce qu'en fait, on est dans les toutes premières expositions de dessins originaux d'animation. On a vu beaucoup de cellos, mais on a rarement vu des crayonnés, des Doga, des Genga. On a rarement vu ça au mur.
Justement, du coup, tu as dit les mots Doga, Genga, il y a un vocabulaire spécifique. Comment est-ce que tu expliques la différence entre ce qui est un dessin base, un dessin clé et une correction du chef animateur? Alors, on commence par le layout. Le layout, c'est vraiment un dessin où on a la position de caméra et le mouvement de caméra. Donc, on va avoir un travelling, un zoom, un dézoom, une diagonale, et on a souvent une silhouette. C'est rare que ça soit davantage poussé. Ensuite, le Genga, ça va être le travail des animateurs en chef pour les poses clés. On a un dessin où la valeur de trait, c'est-à-dire l'épaisseur du crayon, va varier. On va avoir un peu plus de couleurs, donc on va avoir un peu plus de travail entre l'arrière-plan et l'avant-plan, surtout s'il y a du décor, évidemment. Et après, le Doga, là, c'est vraiment l'échelonnement de la scène, c'est-à-dire les 24 images par seconde qui sont faites par l'animateur, qui doit relier, en fait, les poses clés de l'animateur en chef. Et après, il y avait le cellulo, où là, c'était simplement une impression du trait noir, la mise en couleur à la gouache au verso. Donc, tout ce qu'on a vu à la télé jusqu'au début des années 2000, pour l'animation japonaise, c'est de la gouache. Ringo. Est-ce qu'il y a un cellulo ou un dessin original d'une série que ce serait un peu ton rêve de l'avoir? Si demain, je te donne 1 milliard d'euros. Je suis vachement gentil. Ça, c'est super sympa de dire. Eh bien, je vais revenir à Paris plus souvent. Et je veux ça par écrit. Hein. Tout de suite. Voilà. Ça peut être un paiement étalé. Alors moi, j'aime beaucoup Porco Rosso. Ah oui. Voilà, c'est un film de Miyazaki qui me touche. Mais si je pouvais avoir 2-3 crayonnés de la première série Astro Boy en noir et blanc. Voilà. Okay. Et en dessin animé d'animation plus ancien, c'est pas de l'anime, mais c'est Gertie le dinosaure de Winsor McKay. C'est le tout premier dessin animé, il existe des dessins. Et ça, c'est vraiment le tout premier dessin animé qui a été fait par un auteur de bande dessinée. Voilà. Nice. Alors, je vais garder ma question pour après. Là, j'en ai une autre qui est un peu en lien avec celle de Ringo. Quel est l'objet le plus convoité que tu as eu entre les mains? Le compte en banque de Ringo, visiblement. Attention. Maintenant que la galerie soudainement a plus de moyens, je dois mettre ça en perspective. Je pense que la première fois où j'ai eu un Genga de Son Goku enfant, avec ce qui est intéressant aussi quand on a un dessin, c'est qu'il peut y avoir des beaux portraits. Donc j'essaie au moins d'avoir soit un close-up, donc tête-épaule, soit un buste. Ce qui est très intéressant, c'est quand on arrive en plus à avoir un moment de narration. C'est-à-dire, imaginons par exemple pour Naruto qui est en mode chakra de Kyuubi, où on voit les flamèches, ou simplement avec... ou simplement on voit simplement les cheveux qui sont légèrement flottants, ça induit le mouvement. Oui. Ou si on a un Vegeta avec un air condescendant ou Freezer avec un air méprisant, si on rajoute soit un moment de narration sur une image fixe, c'est quand même assez rare de le trouver, ou une émotion. Et voilà, quand je vois un Vegeta avec un air, Vegeta Freezer avec leur air condescendant et méprisant, ou Goku avec la bouche ouverte, un peu candide et naïf, ça c'est formidable. Ouais, ça renvoie tout de suite à l'animé ou au manga. Du coup, je vais rebondir en commençant par une petite anecdote explication et qui enchaîne sur la question. Tu as parlé de Porco Rosso et donc Miyazaki. Quand on doit donner une valeur à un Genga ou à un celluloïde, il y a ces scènes qui ont marqué les spectateurs, mais il y a aussi le nom de l'artiste qui a travaillé dessus sur certaines séries. Donc il y a plein d'animateurs, et donc il y a les animateurs clés qui ont une notoriété plus ou moins grande. Et sur les Miyazaki, il y a cette rumeur, cette réputation de Miyazaki lui-même étant tellement à cheval sur tout, qu'il a au moins fait un trait sur l'ensemble des cellulos, et c'est pour ça que ces derniers cotent à des valeurs de fou. Hein. Le dernier vendu en France est 48 000 €. Aux États-Unis, il y en a plusieurs qui se vendent à 55 000 $ pièce, juste une image qui, encore une fois, aurait pu se retrouver à la poubelle. La dernière vente aux enchères de Heritage Auction, juste sur les cellulos, c'est 3 millions de $. Au total, donc c'est les chiffres qui font rêver. Donc ça, c'était pour la partie anecdote et on explique. C'est pas Édouard Leclerc d'ailleurs qui est un grand amateur. Grand amateur. Ouais. Lui, il est sur les dessins de planches originales. Il est pas encore. Sur les planches, pas sur les cellulos. Il est pas sur les cellulos et pas les Doga Genga. Faut se limiter. Il y a eu en France un Gonagai full color qui a été vendu à 46 000 € il y a 6 mois, acheté du coup pour le coup par Michel-Édouard Leclerc. Okay. Mais c'est un dessin qu'il avait fait pour la box. Bienvenue en émission pour parler de ça. Pour la box du DVD. La sortie DVD, il avait refait un dessin à ce moment-là, donc une Lulu full color qui était assez dingue. Et ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à choisir un prix ? Parce que c'est super difficile, c'est un marché très jeune. Alors là, tu parlais par exemple des œuvres de Miyazaki, il y a aussi tout ce qui est lié à Akira, donc le film d'Otomo. Akira, les cellulos d'Akira, imaginons un Canada sur sa moto rouge, on va être entre 40 et 70 000 € selon le jour de l'enchère. 70 000 €. Oui, c'est important qu'on traduise le belge. Merci.
le jour de l'enchère. Miyazaki, effectivement, il y a des prix, et surtout sur les œuvres de jeunesse de Miyazaki, sur ses séries précédentes. On a vraiment une montée des prix, une flambée des prix, en fait, au Japon depuis à peu près un an. Maintenant, moi, je pense que j'ai 3 Ghibli dans ma collection qui, pour l'instant, ne sont pas en vente. J'ai quelques Akira qui ne sont pas en vente pour l'instant. J'aimerais, dans 2-3 ans, faire une expo Ghibli ou une expo Akira. Ouais. Donc, l'idée, c'est de constituer un fonds. Je verrai si c'est possible, vu qu'on est sur des prix à l'unité importants. Moi, je suis plutôt dans ce qui est en vente à la galerie, je suis plutôt entre 400 et 1500 €, avec évidemment des pointes sur certains personnages. Si j'ai un Son Goku en plein Kamehameha, évidemment, c'est différent. Si j'ai un Naruto en chakra de Kyuubi, avec vraiment un beau portrait, un portrait fin, on est un peu au-dessus, mais je suis plutôt dans des prix, on est dans des achats plaisir. Oui. Goku en Kamehameha, c'est un plaisir, et je pense que si je l'ai, je le vendrai jamais. Tu seras en larmes. Je serai en larmes, c'est sûr et certain. Mais Ringo peut te faire une avance sur le montant qu'elle m'a promis. Oui, c'est vrai, remarque, avec 1 milliard, Ringo, tu peux me l'offrir. Bien sûr, je vous achète tous. D'ailleurs, Ringo, t'as une question. Oui, tout à l'heure, on disait justement que Valentin nous disait que les Genga, les celluloïdes étaient jetés par les studios d'animation à l'époque, les zinzins de l'espace, quoi. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Comment on récupère ça? Parce qu'il y a une certaine valeur, ils vont plus les jeter comme ça. Comment ça se passe pour récupérer ces dessins? C'est via j'ai des contacts avec des collectionneurs au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Europe. Là, depuis que la galerie s'est mise en vente, évidemment, j'ai des gens qui me contactent pour vendre des choses qu'ils ont achetées lors d'un séjour au Japon. Là, par exemple, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai croisé quelqu'un qui avait acheté une enveloppe où il y avait quelques dessins de One Piece. On était sur des Genga, des épisodes 3 et 4. Oh wow, donc, c'est-à-dire que c'est la scène où Nomi est dans une maison. Je ne sais plus si c'est un secrétaire, un tiroir de bureau ou un coffre qu'elle essaye d'ouvrir. Luffy qui se balade encore tout naïf, tout candide dans la ville. Et par exemple, des dessins, c'est la scène de l'épisode 4 ou 5 à la fin où Baggy lèche son sabre. Et voilà, il dit qu'il avait des dessins fantastiques et ça dormait dans son enveloppe depuis presque 20 ans en fait. Il les avait achetés, il les avait laissés là. Il s'est dit, tiens, j'ai ça. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que trouver des dessins en parfait état d'une série comme One Piece, des épisodes 3 et 4, je ne sais pas si ça m'arrivera encore. Donc, il y a des choses comme ça, et c'est le fait de se mettre en avant, de faire de la promo, d'avoir des articles dans les journaux, d'avoir un stand lors d'un salon qui fait, les gens disent « Ah tiens, j'ai acheté ça au Japon, ou j'ai ramené ça de voyage, ou on m'a offert ça il y a 15 ans, je vais regarder. » Et les gens sortent les choses aussi parce qu'ils voient... Ils ont payé ça des dizaines d'euros à l'époque, et là maintenant on est sur des centaines ou des milliers d'euros, donc ça donne envie aux gens d'aller un peu fouiller leurs armoires et voir ce qu'ils ont. Maintenant il reste encore énormément de choses au Japon, donc c'est via des contacts qui sont sur place que c'est possible de trouver ça, et parfois il faut mettre le prix pour sortir des belles pièces. Mais du coup, je ne sais pas si tu pourras me répondre, ou même toi Valentin, quand là du coup tu nous expliques comment toi tu mets la main sur ces dessins, mais comment ça se passe quand on est au studio et le dessin est fini? Ça se fait beaucoup plus par ordinateur maintenant, mais il y en a qui sont encore un peu au niveau dessin papier. Quelqu'un est sur place, il y a un animateur qui donne des mandarakés. Comment ça se traduit? Ça dépend vachement. Là, pour le coup, je peux te raconter plusieurs anecdotes. Dis-moi tout. Et après, dis ce que c'est un mandarake, parce que tout le monde ne l'a pas. C'est une boutique du coup au Japon, et c'est une chaîne de boutiques. C'est une chaîne de boutiques de vente d'occasion, de rachat et de vente d'occasion spécialisée dans tout ce qui est autour du manga et de l'animation. Donc, pour te donner quelques exemples, sur Akira, les gens étaient tellement mal payés qu'ils ont tous eu le droit de repartir avec certaines des planches sur lesquelles ils avaient travaillé. Donc c'est pour ça que c'est hyper dispersé dans le monde entier. Et on parle de plusieurs centaines d'animateurs. Sur certains autres studios, c'est juste des trucs qui ont été ramassés dans les poubelles, vraiment, littéralement. Et donc c'est quelqu'un qui a vu ça, qui traînait, qui a dit « Ah bah tiens, je vais le mettre pour décorer mes chiottes. » Tu vois. Et au bout d'un moment, quelqu'un a dit « Ah bah ça a une valeur. » T'as des Satoshi Kon qu'on adore. Lui, il adorait donner des dessins dans les restos où il allait manger souvent. Sympa. Et donc, t'en as certains qui se retrouvent en vente après. T'en as d'autres qui sont encore dans un petit restaurant chinois qui fait de la tarentule à côté de Kabukicho. T'as des trois cellulos de Satoshi Kon. Mais tu vas manger de la tarentule à chaque fois que tu vas... Non, tu vas là-bas pour faire les photos et tu prends autre chose. Et tu regardes le plat de tarentule qu'un ouf chinois commande à côté et tu fais « Ah ouais, non, t'es courageux, gars. » Dragon Ball, il y a eu récemment un des animateurs clés qui a montré en fait une malle où il avait gardé plein de super cellulos, parce que pareil, au bout d'un moment, quand ça s'entasse et qu'on n'arrive plus à les stocker, le studio dit faut qu'on les dégage, qui n'en veut, et lui les avait récupérés pour faire une opération aux enfants au Noël des enfants du lycée et du collège de son coin, sauf qu'il est tombé malade et donc il n'a pas pu les donner, et X années après il les retrouve en mode hey, les gars, j'ai 200 originaux de Dragon Ball quoi.
Les celluloïdes, il faut se rendre compte qu'en fait, comme c'est du plastique, c'est hautement inflammable. Donc déjà, pour des raisons de sécurité, ça devait évacuer des studios. Et pour Akira, il y a une anecdote assez formidable, c'est qu'en fait, à un certain moment, les gens de la société de distribution américaine qui avait acheté les droits du long métrage Akira, ils ont demandé au studio japonais est-ce qu'on pourrait avoir quelques dessins, voire des pannes, pour décorer notre bureau. Et ils lui ont dit, écoutez, on a les tout jetés, donc nous, si vous nous payez les frais de port, on vous envoie tout. Dingue. Ah bah super. Donc ils ont tout ce qui était encore dans le studio japonais à ce moment-là a été envoyé gratos aux distributeurs américains qui s'en est servi pour faire des concours, de la promo et des ventes. Voilà. Dis-moi Frédéric, j'aimerais qu'on rentre dans la galerie, qu'on rentre un peu plus dans la galerie. Là, en ce moment, vous avez une expo sur Bleach. Il y a aussi une expo sur l'animation japonaise des années 80, c'est les mangas des années 80. Comment ça se prépare une expo ? Combien ça coûte, si tu peux en parler, à créer ? Parce qu'il faut avoir tout le stock de cellulo et de dessins. Comment t'organises tout ça ? Moi, j'ai toujours. Ce que tu as le droit de me dire, évidemment. J'ai toujours travaillé à l'instinct, c'est-à-dire que Bleach est une série que j'ai beaucoup aimée aussi. Moi, surtout jusqu'à la fin des Arrancars. Voilà, après, c'est moins bien, dis-le. Alors, attendez, je me permets ce truc parce que je suis un grand amateur de Bleach aussi. Les changements que Tite Kubo a fait là pour l'animé. Pour l'animé de la guerre des 1000 ans là, c'est extraordinaire. Donc, t'as peut-être pas commencé. Je t'invite à commencer. Tu vas dire, ah ben en fait cet arc là, ok en manga c'est pas ouf, mais alors en animé c'est extraordinaire. Ouais, sur ta parole, je vais m'y remettre. Merci. Voilà. Mais ce qui est vraiment pour moi Bleach, ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est pour moi un des meilleurs character designers de notre époque. Même quand il y a des épisodes où ils sont en costume de ville, l'effort qu'il met pour que chacun soit typé et ait un type de vêtement qui colle à sa personnalité, je trouve ça bluffant. Et on tient quand même les capitaines, les adjoints, d'autres personnages, et chacun est défini physiquement. Il y a très peu de personnages qui se ressemblent. Au niveau character design, je le trouve formidable. Donc, dans les dessins de Bleach, il y a des choses qui sont vraiment fantastiques parce que on a vraiment, c'est le studio Pierrot. Donc, le studio Pierrot, c'est Naruto, entre autres, Tokyo Ghoul et Black Clover plus récemment. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Pour les dessins animés des années 80, c'est juste que moi, j'ai commencé à chercher des œuvres de dessins animés que j'aimais. Donc, Galaxy Express 999, Capitaine Flamme, Albator, Rémi sans famille, c'est le plaisir coupable, mais je viens seulement d'en trouver j'avais vu quelques cellos, mais je viens de trouver les premiers Doga et Genga il y a 2 mois avec Capi, le chien, Joli Cœur, le singe. Moi, ça me ramène en enfance. Et je me suis dit, tiens, essayons de faire une expo thématique. Mon travail aussi, c'est la majorité des gens ne savent pas que ces dessins existent. La majorité des gens, même ceux qui nous écoutent ou mes clients en Belgique, 99% ne savaient pas en fait qu'on pouvait acheter un dessin original qui avait servi à produire un animé. Donc mon travail, c'est vraiment de la promotion, mais vraiment pour la découverte. Là, quand j'ai fait l'expo Naruto il y a 1 an, j'ai eu une pleine page dans tous les quotidiens francophones de Belgique parce que c'était nouveau. Mais tous les journalistes me disaient, parlé en émission. Tous les journalistes me disaient, mais qu'est-ce que c'est ? Explique-moi un peu, parce que les journalistes avaient plus que la cinquantaine. Donc la culture manga n'est pas leur culture. Les galeristes en bande dessinée sont tous plus âgés que moi. Moi, j'ai 49 ans. Mais donc, ils n'ont pas regardé le Club Dorothée, ou je ne sais même pas s'ils ont lu du manga. Moi, j'ai le comics avec les traductions françaises de Strange, Titan Nova, ou la BD franco-belge avec Lucky Luke et Astérix, ou les dessins animés de Club Dorothée et Créa 2. Moi, c'est mes 3 piliers de pop culture, en fait. Ok. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc les dessins animés des années 80, je trouve ça super de trouver du Capitaine Flamme qui va cohabiter avec Gigi, Princesse Sarah, Albator, Galaxy Express, parce que c'est vraiment, on est sur une gigantesque Madeleine de Proust, et j'ai des gens qui peuvent venir ou c'est, moi j'ai préféré ça, moi c'est ça. Donc il y a aussi un côté plus famille. Et puis après, pour les collectionneurs, c'est l'occasion de trouver des pièces de séries, qui ont bercé leur enfance, tout simplement. Valentin. On en a parlé, tu as fait la première expo-vente, même au monde, de cellulo de Naruto. Maintenant, tu existes depuis un certain temps, tu as atteint une certaine notoriété. Est-ce que ça t'a permis d'ouvrir certains contacts ou certaines portes directement dans des studios au Japon ? Non, pas encore. Pas pour l'instant. Est-ce que tu as essayé ? Pas encore. J'avais des voyages au Japon qui étaient prévus, mais j'avais une personne de ma famille qui était assez malade, donc je pouvais pas quitter le territoire. Donc c'est les 2 prochaines années, je vais voyager au Japon pour ça. Mais je sais que ça prend beaucoup de temps. Ce qui est aussi, c'est que pour les dernières séries, même si on a des artbooks, on ne sait pas si ce qui est montré dans ces artbooks, est-ce que c'est du digital ou est-ce que ça a été fait sur papier en fait. Donc pour les grosses séries, que ce soit Demon Slayer, que ce soit l'Attaque des Titans, la portion liée au travail sur papier, outre le caractère design qui ne sortira jamais des studios, qu'est-ce qui existe vraiment ? C'est un énorme point d'interrogation. Là, je suis content, sur des séries sur Bleach ou Naruto, j'ai pu trouver des choses que je trouve fantastiques. Naruto, je viens enfin de trouver des Genga avec Naruto en mouvement et en action. Ça faisait 3 ans que j'en cherchais. Ah oui. Voilà.
Nice. En parlant de recherche, justement, est-ce qu'il y a certains collectionneurs, parce que quand on est collectionneur, on cherche des choses, est-ce que certains viennent toquer à ta porte de ta galerie et te demandent si tu peux trouver pour eux certains Gengar ou d'autres choses pour leur collection, et est-ce que tu réponds à cette demande ? Alors c'est un travail que j'ai commencé à faire pour 2 personnes qui sont venues récemment à la galerie. C'était voilà, One Piece, moi je voudrais tel personnage, voilà mon budget, ou Naruto, voilà telle scène, voilà les scènes qui m'intéressent, est-ce que je peux trouver, parce que c'est vraiment une demande très précise. Ouais. Ce côté recherche, c'est ce que je faisais pour le Franco-Belge et le comics, où j'allais à New York ou à Los Angeles, dans les salons, et j'avais un budget, j'avais un type d'œuvre, un personnage en Hulk, Wolverine, Cyclope, et on me disait tiens je voudrais ça, je faisais des photos, j'envoyais. Je faisais l'intermédiaire, c'est de l'intermédiation en fait. Donc il y a un côté chasse au trésor qui moi m'intéresse beaucoup. L'animation c'est beaucoup plus difficile parce que souvent une scène, ça va être quelques dizaines de dessins. Oui. Donc la probabilité de tomber dessus, elle est minuscule. Ouais. Voilà. Ah, j'entends. Ringo. Justement, là, tu parles de scènes d'animé. Est-ce que il y a un marché assez grand des planches originales de manga? Parce qu'on voit souvent des cellulos à Mandarake, on y revient, j'en ai vu plein. Mais des planches de manga, bon, à part dans les expositions, les éditeurs en général, ils aiment bien les garder. Est-ce que tu en as déjà vu en vente? Est-ce que toi, tu en as peut-être? Est-ce que tu aimerais en avoir dans ta galerie? Oui, moi j'ai réussi à choper une belle planche d'Albator il n'y a pas très longtemps, qui avait été en vente au Japon avec quelques autres planches. Ce qui se passe, c'est que pour toutes les séries marquantes, on a des milliers de pages. Dès le moment où une planche serait vendue publiquement aux enchères ou en galerie, le prix se répercute sur l'ensemble de l'inventaire de l'artiste, qui va donc se faire taxer par les impôts japonais. Oh, wow. Et donc c'est quelque chose dont ils n'ont en général pas envie. besoin, mais surtout pas envie. On peut rajouter que l'éditeur, comme tu as dit, les garde, parce qu'en fait, il les garde pendant un certain temps pour, s'il doit les rescanner, pour sortir une nouvelle édition, pour faire de la communication. Tu vois, genre, c'est un On anniversaire. parlera tout à l'heure des nouvelles éditions d'ailleurs. T'as vu? On prépare on nos dirait que éditions. cette émission est préparée, c'est complètement fou. dingue. Ouais. Vas-y, Phil. Et donc là, c'est assez récemment qu'ils commencent à renvoyer massivement plein de trucs aux auteurs parce qu'ils n'ont plus de place pour les stocker. Ouais. Et t'as des blagues, hein, tu vois, genre Rumiko Takahashi, elle les laisse toutes chez Shogakukan. Et donc, tu peux pas dire à Rumiko, reprends tes planches. Donc, tu as des jeunes auteurs qui, eux, les récupèrent très très vite en mode, garde-les bien parce qu'on pourrait être amené à les scanner. Enfin, t'as vraiment plein de cas de figure au Japon, c'est formidable, on s'ennuie jamais. Je sais que tu as une question, Valentin. Juste avant ta question, Frédéric, est-ce que tu peux me passer, parce que tu as quelques planches, je vais voir si c'est possible de les montrer à la caméra, parce que ça risque d'être compliqué vu que c'est sous plastique. Je mets devant, donc si vous... ça va. On arrive à voir un peu. Ouais, on voit. Là, Goku en dessin. Alors forcément, si vous êtes à la radio, vous le voyez pas. Ah, c'est Mais dommage. là, on a le personnage préféré. Non, on va pas le voir là, Kenpachi, hein, je crois pas. Ah, ouais, C'est compliqué. Ouais, là, c'est compliqué. Kenpachi. Alors il faut Il est savoir incroyable. que notre je pense pas qu'on verra les autres. Il faut savoir que notre producteur Face est un grand fan de Kenpachi. Je viens d'avoir un message dans l'oreillette, il dit Voilà. qu'il prend sa part sur l'héritage. Voilà, Tout le monde veut. je pense qu'il va repartir avec les planches. Valentin, question rapide parce qu'après Question- ça va être à toi. Question rapide. C'est un marché qui est balbutiant et qui évolue très très vite avec des culbutes de prix quasiment tous les 2-3 ans. C'est quoi ton plus gros regret d'un truc que tu n'as pas acheté il y a 3 ans et qui est maintenant inatteignable? Du Ghibli. La planche de Goku Du en Ghibli. super guerrier. Du Ghibli, des séquences narratives, vraiment une séquence de Dragon Ball ou une séquence de One Piece. One Piece, je m'y suis mis assez tard. Et là, je suis à l'épisode 800 et quelques. Et il y a vraiment des choses... on parle aussi d'émotions. Je vais parler juste d'un petit moment que je viens de voir sur One Piece il y a 2-3 jours. Et c'est un moment, en fait, où un personnage fait la cuisine pour un autre personnage. Mhm. Et il se fait que, comme il est tombé dans la pluie, donc le bento est complètement raté. Tout s'est Très bien de quoi tu parles. tout s'est mélangé entre et donc c'est vraiment une bouillie et malgré tout la personne à qui il offre ça me donnait les larmes aux yeux, le mange alors que ce truc dégage une puanteur innommable et il le mange et cette femme qui le mange a énormément de plaisir, elle leur remercie pour son repas. Et c'est ça qui est formidable. Moi, j'ai souvent des parents qui viennent me dire « Oui, mais est-ce que Naruto, c'est pas trop violent? Est-ce que One Piece, c'est quand même beaucoup de bagarres ?» Je dis « Mais Naruto, c'est un récit antimilitariste. Ah oui, Voilà. totalement. One Piece, On on est regarde sur pas une... One Piece pour les combats. On est sur une bande de potes, etc. aussi. Et donc la grosse différence pour moi entre le manga et la bande dessinée franco-belge et même le comics, c'est qu'il y a une camaraderie
et une solidarité qui est pour moi absente de la quasi-totalité des bandes dessinées européennes et des comics où on a le héros, son sidekick, l'adversaire. Là, il y a quand même beaucoup plus de détails et moi, je suis assez bluffé par l'émotion que je retrouve en One Piece. One Piece et Naruto sont j'ai 49 ans, j'ai vu plein de films, j'ai lu plein de bouquins, mais il y a des moments où je pleure en fait. Ok. Voilà. Alors sache qu'on a eu un message dans le chat de notre deuxième producteur qui s'appelle Shahid et qui a dit qu'il avait beaucoup d'argent et je pense qu'il est prêt à racheter toutes tes planches. Je cite, je suis riche. Ah voilà, donc voilà. tu risques de ne plus jamais pouvoir exposer quoi que ce soit. Mais d'un côté, tu auras des vacances peinards. Donc le mouf paye très bien alors. Oui. Ouais. Bah, d'ailleurs maintenant il vit à l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est que, alors évidemment, il y a des très belles pièces à 2000, 3000 euros. Je sais encore ce que c'est, 2 3000 euros. Il y a des personnages dans Dragon Ball. Évidemment, un Son Goku qui fait son Kamehameha, à 1500 euros, ça n'existe plus. Parce que déjà, il faut le sortir pour l'avoir en galerie. Par contre, j'ai vendu des Krillin et des Tortues Géniales à 400, 500, 600 euros. J'ai des gens qui ont fait 150 km pour venir acheter un dessin à 400, 500 euros. Parce que pour eux, c'était tout, en fait. Et donc, ces dessins, à la fois il y a des expositions qui sont gratuites, donc les gens viennent à la galerie, il n'y a pas de frais d'entrée, et ceux qui ont envie de se faire plaisir, qui ont les moyens de se faire plaisir, ce dessin-là, ça va les accompagner des dizaines d'années en fait, s'ils en prennent soin. Bon, on me dit que Shahid est près de l'aéroport, là, il arrive dans pas longtemps. Écoute, mon cher Frédéric, je sais que tu connais Valentin. Valentin a une chronique qui s'appelle le Nani, qui dure, comme je te dis tout à l'heure, à peu près une demi-heure. Donc je laisse Valentin expliquer le Nani, puis après, c'est parti, mon cher Val. Nani. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour Nani, la chronique qui vous raconte des infos, contextes et anecdotes autour du manga et de la japanime. Mais ce soir, je vais passer un petit coup de gueule. Alors oreille chaste, prenez 5 minutes, ou 10 selon Hubert, pour aller vous faire un petit thé gingembre. Allez hop, c'est parti, on va parler de la censure dans le manga et l'animation. Et ça va chier des bulles. Aujourd'hui, les mangas et ses produits dérivés sont partout. On ne peut que se féliciter de voir ce médium qu'on aime et être mis sur le devant de la scène. Ici, pour une marque de vêtements, ma banque m'a envoyé votre CB rapport de l'argent à récupérer 3 Junji Ito et même à l'Elysée, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était mieux avant, remonter le temps. Et parfois c'était pas mieux avant, hein. L'arrivée des animés et des mangas a provoqué une sacrée levée de boucliers et avec de la censure à tous les étages. Faut dire que c'était un petit peu le Far West, on balançait tout dans le sac japonais et hop, pour tout le monde, la production nippone. Aujourd'hui, on en rigole de cette censure un peu soft comme les restaurants végétariens dans City Hunter, les hauts couteaux de cuisine et tout ça. Oui. D'ici et maintenant que s'achève ta route, je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huîtres. Le secret de l'école au couteau de montagne réside dans la supériorité de l'esprit sur la matière. Je suis le roi du haut canif. Voilà, mais la censure, elle s'arrêtait pas au doublage. Je pense par exemple au sang qui devient blanc façon pub pour les produits laitiers, hein, des sensations pures, dirait Diff. On perd parfois plusieurs minutes sur un épisode de dessin animé, ce qui fait qu'on comprend pas du tout ce qui s'est passé. À la grande époque du Club Dorothée, la chaîne recevait plusieurs milliers de courriers toutes les semaines de l'association toute puissante Famille de France. Ces grenouilles des bénitiers ont même fait interdire Miyuki, tiré du manga de Mitsuru Adachi, donc ils savaient bien se faire voir. Toujours Adachi. Juste à cause d'une romance entre le héros et la fille de sa belle-mère, hein, pas de lien de sang, je les invite à aller revoir le faire part de mariage de leur marraine Christine Boutin, parce que son cousin, je pense que c'est un petit peu plus proche, hein, et ils sont même pas nordistes. C'est même avec cette association qui a fait interdire Alfred Jiquac, le petit canard, hein, qui était amoureux d'une canard noire. On sait où sont leurs priorités et le niveau intellectuel de ces gens-là. Hubert, si je te dis que des libraires ont été convoqués au commissariat parce qu'ils vendaient du manga, tu penses qu'on est en Chine, en Russie, en Belgique ou au Nawakistan? Alors, comme c'est direct convoqué au commissariat, je penserais quand même pour le pays des droits de l'homme, la Chine. Eh ben non, c'était en Belgique au début des années 2000. Tu vends un manga, allez, un petit tour au Comico. D'ailleurs, c'est pas les seuls. Hein. Les boutiques Tonkam et Samurai ont connu aussi plusieurs descentes de la police. Wow. En 96, le manga Angel de Ujin avait même été interdit de mise en avant. C'est-à-dire que tu avais le droit de le vendre, mais pas de le montrer parce que la jaquette était trop équivoque. Ils n'ont pas vu Prison School, sinon ça chiait des bulles. Parfois, il était plus simple de virer une page que de retravailler, de censurer un passage. Ouais. Donc, tu as des mangas, notamment aux États-Unis, où tu as 10 pages qui manquent par tankōbon. Wow. C'est un truc de ouf. Le hors-série Anime Land Spécial Hentai, paru en 2006, a provoqué la convocation du directeur des rédactions au tribunal. Suite à ça, le magazine a été mis sous surveillance. C'est-à-dire qu'avant de publier le moindre numéro, il devait envoyer le PDF pour que quelqu'un dise « Ouais, c'est bon, ça passe » ou « Non, on va te censurer, petit canaillou ». Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Shame. Shame.
Oh, Shame. Mais parfois, ces censures sont juste de la fainéantise ou de l'incompétence. Par exemple, on a manqué 1 minute, et j'ai compté sur la majorité des épisodes de Touch, juste pour éviter les écrans où il y avait du texte en japonais, parce qu'on avait la flemme de traduire. Bande de salopards. C'est la news qui m'a fait faire cette chronique. Fin octobre, l'État du Tennessee a fait retirer des dizaines de mangas des bibliothèques scolaires. Jujutsu Kaisen, SNK, My Hero Academia, Inuyasha. Putain, Inuyasha, les gars. Et plein d'autres la raison. Ouais, trop de sang, de nudité ou de propagande LGBT. Avant cet État, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord aussi avait déjà banni des dizaines de titres. La Floride est en train de voter une même loi dégueulasse. Pour l'instant, ces lois ne concernent que les bibliothèques. Mais quid du zèle que vont faire certains pour pas se retrouver sous les fourches codines ? Ça se passe comme ça chez McDonald's. Ah ouais? Moi je pense que c'est plutôt ça censure comme ça chez McDonald's. Et vous me direz qu'au pays des puritains, rien de surprenant à ce que la censure soit industrialisée. Mais si vous achetez des tomes de Naruto dans la version US, vous verrez pas de cigarettes, pas de droit d'honneur. Et le sexy no jutsu, je peux vous dire, il a plus rien à voir avec la version japonaise. Même pareil pour Dragon Ball, où des dizaines de pages ont été éditées, retravaillées parce qu'il était vendu chez Toys R US. Donc faut faire gaffe les gars. Par contre, juste à côté de ton manga, tu peux acheter une reproduction d'un AK-47, ça passe crème. D'ailleurs Hubert, les 4 mangas les plus censurés aux États-Unis, interdits d'être dans des bibliothèques ou ailleurs, en 2023, c'est quoi? Je dirais des shonen de baston. Eh bah, à peu près, ouais. Assassination Classroom, My Hero Academia, le deuxième plus interdit aux États-Unis, c'est bien rigolo pour alors que c'était la cible, Soul Eater et Black Butler. Donc, faut croire que les mangas sont à l'origine des massacres dans les écoles américaines et absolument, ça n'a rien à voir avec la vente libre des armes de feu dont je parlais tout à l'heure. Nazis. I hate these guys. Et ouais, Andy, moi aussi, je déteste les nazis. Et je suis blond aux yeux bleus ou vert selon les jours. Et je déteste les nazis. Mais à un moment, faut arrêter de voir des nazis partout. Tokyo Revenger a dû voir sa couverture modifiée. Oda a changé le drapeau de Barbe Blanche au plein milieu de One Piece parce qu'il avait reçu des retours des Américains. Et pas plus tard qu'hier, on a appris que le jeu de combat Hunter x Hunter Nen Impact n'a pas eu de certification en Australie. La certification, c'est la petite pastille qui vous dit Peggy 12, Peggy 13. Ouais, je le dis à moitié en anglais, à moitié en français parce que je suis un ouf. Et on peut que spéculer que le législateur a tiqué parce que c'est des enfants qui se foutent sur la gueule et que ça ferait plaisir qu'à Ringo. Dans le pays de Crocodile Dundee quand même. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. SNK est interdit de diffusion en Chine. Death Note est interdit de diffusion en Chine. Demon Slayer, plus de décolleté. On a redessiné artificiellement les robes. Alors attends, et justement Momo de Dandadan, pour faire pleurer Diff, ils lui ont réduit son bonnet. Ils ont édité le truc, ils ont changé le volume pour qu'elle ait moins de seins. Je parle de la Chine, mais c'est pas les seuls. Et au jeu de la censure, il n'y a pas plus puritain qu'Apple. Ça, si le créateur de l'iPhone avait été Steve Jobs et pas Steve Jobs, on aurait eu plus de cul dessus. Ça aurait plus plu à Diff. Si vous lisez des mangas sur K-Manga, l'appli de Kodansha, ou sur Manga Up, l'appli de Square Enix, vous verrez des petits carrés noirs parce que c'est censure automatique. Et comme ils ont mis des milliers de pages, ils n'ont pas eu le temps de le faire humainement et ils ont censuré avec des petits carrés automatiquement avec du machine learning, de l'intelligence artificielle. Hubert, pour la blague, quelle est la pire censure qu'ils ont fait? Ils ont, je dirais qu'ils ont confondu une flaque de lait avec une flaque de sang. Ça aurait été rigolo et raccord avec ma chronique, mais non, ils ont censuré un putain de genou parce que le pli du genou faisait penser à un vagin. Ouais, bravo les gars, vous êtes des stars. Et tout ça pour être sûr d'être distribué dans tous les pays, y compris la Chine, l'Arabie Saoudite, qui ont des règles hyper restrictives. Donc on devient fou. En conclusion, je suis contre la censure. Je suis pour une classification, une contextualisation. La censure, c'est une arme qui n'a jamais été utilisée à bon escient. L'histoire l'a prouvé et le prouvera. Méfiez-vous des censeurs bien intentionnés. Votez utile. Merci mon cher Val, c'était important. Dans Inuyasha, le bonze est un peu pervers après. Un peu pervers. Diff, il est un peu pervers, tu vas pas le censurer. Un peu? Non, on l'adore Inuyasha. Un peu. Dis-moi Frédéric, qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes en ce moment? En animé ou en manga, évidemment. Alors là, je suis en train de relire Black Clover. Parce que j'avais l'animé, enfin les 4-5 derniers épisodes de l'animé, je crois que c'était entre 165 et 170. Était bien animé, c'est très rare. Il y avait vraiment un basculement pour moi où ça devenait beaucoup plus noir et les personnages prenaient beaucoup plus de densité. Donc je me suis refait, je suis en train de me refaire la série. T'as vu le film qui est sorti sur Netflix? J'avais vu le film aussi. Wizard King? Ouais. Il est fabuleux. Et là, Black Clover aussi, voilà, je suis très content quand je trouve le personnage principal avec son épée ou 2 de ses épées en dessin, c'est le genre de choses que j'essaie de trouver. T'as lu le dernier chapitre qui est sorti il y a non, pas de spoil. Je te dis pas, mais il est fabuleux. Et en chose plus ancienne, pour moi, jusqu'il y a peu de temps, c'est la seule BD qui m'avait fait pleurer à la lecture, c'est l'histoire des 3 Adolphes de Tezuka.
que je recommande vraiment à tous vos auditeurs parce que est-ce que tu peux nous faire le pitch rapidement? Ah non, j'ai pas. Non, c'est impossible de faire ça sans spoiler. L'histoire des trois Adolphes par Tezuka. Ok, bon, on spoil pas. Ok, d'accord. Vraiment. C'est son tes coups de cœur. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de ce qui t'a fait plonger dans l'univers du manga. Tu nous as parlé de Rémi sans famille, Dragon Ball aussi. Est-ce qu'il y a Judo Boy? Judo Boy. Ouais. Alors moi Judo Boy, c'est incroyable parce que sur Judo Boy, alors vous le voyez pas à la radio, mais on a Face derrière qui nous applaudit parce que c'est un de ses mangas préférés. Ça s'appelle Judo Boy, mais il fait du karaté. Mais bon, ça sera encore autre chose. Tu sais que moi j'en ai aucun souvenir. Alors que je regardais le Club Dorothée. Alors c'était avant. Je crois que c'était avant le Club Dorothée. Moi je sais que je faisais du judo et donc Judo Boy, quand il arrive au moment du combat, il a son kimono et enfin son judogi et en fait il est enrobé par une ceinture. Il tient sa ceinture. Le judogi part en l'air, il saute, il virevolte, il fait un peu comme une toupie, comme une patineuse. Hop, il met son judogi, il atterrit et il serre sa ceinture. Et je sais que comme je lis parfois dans les témoignages de gens qui disent ouais, avec mon frère on faisait des kamehameha dans la cour ou autre. Oui. Mais Judo Boy, j'ai essayé plusieurs fois techniquement de reproduire la cascade. Ça marchait pas. J'ai essayé des angles différents, catastrophique. Mais c'est vraiment voilà, c'était et c'est évidemment je faisais du judo et lui il était sur sa moto, il parcourait. T'as fait de la moto aussi? Non. C'est peut-être pour ça que t'as pas réussi à faire le saut comme lui. C'est peut-être ça. Dis-moi, on a parlé de ce qui se passe en ce moment. Donc il y a Bleach et il y a les animés et les mangas des années 80 à la galerie. Ouais. Qu'est-ce qui arrive pour le futur 2025 du coup? Alors 2025 Expo Tokyo Ghoul. Wow, à partir de quand? Trop bien, j'adore. Je pense que c'est mars-avril. Mars-avril, Tokyo Ghoul. Il y aura une expo Black Clover un peu plus tard dans l'année aussi. Ça me plaît énormément. Voilà, ça j'attends de voir quand la diffusion, enfin quand en 2025. Je sais pas si l'animé reprend. L'animé déjà, ou ça sera peut-être 2026. C'est ça que j'ai pas encore mis de date. Et il y aura une expo dessin animé des années 90. Ok. Ouais, donc là pour l'instant c'est Nicky Larson. C'est 87 mais arrivé en France vraiment début 90. Ouais. Sailor Moon, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho. Et quelques surprises. Du classico-classique. Ah oui, ça va être très bon. Voilà. Et quelle est, parmi toutes les t'as commencé l'année dernière avec Naruto, quelle est l'expo qui a le plus fonctionné? Dragon Ball de très loin. Ouais. Alors, Naruto et Dragon Ball, alors ce qui était étonnant, c'est que c'est deux publics très différents. J'ai personne qui est venu voir l'expo Naruto, qui est revenu après pour Dragon Ball. Ah oui? Et personne n'est venu voir Dragon Ball et m'a demandé à voir du Naruto. C'est fou. Ah, vraiment, très clairement. Et Naruto, c'était... alors j'avais presque dit Tintin, c'est de 7 à 77 ans, mais l'expo Naruto, c'était de 10 à 65 ans. C'est vrai? Vraiment, parce que j'ai eu des grands-parents, des couples, voilà. Et Dragon Ball, là, on était plutôt, évidemment, 40-55. Ouais, mais j'avais aussi des enfants, je dis, mais comment, ou des ados, quand tu vas, mais c'est parce que mon père... Bon, je pense que certains garçons qui aiment beaucoup Dragon Ball, quand ils sont eux-mêmes papas, utilisent le prétexte de passer du temps avec leur fils pour se refaire tout Dragon Ball et Dragon Ball Z. Mais je pense que c'est un bon prétexte. Voilà. Un grand merci à toi, Frédéric. Avec plaisir. Tu reviens évidemment quand tu veux. Si tu veux revenir pour parler de l'expo Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, mais surtout Clover. Black Clover, parce que c'est un manga que j'affectionne énormément et je regrette tellement que ce soit pas un hit, que ce soit pas le hit que ça aurait dû être. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais maintenant que j'ai appris que j'allais avoir un gros incitant financier en quittant l'émission, je risque de m'établir, je risque d'avoir une deuxième galerie à Paris d'ici là en fait. Et bah très très bien, ce sera avec grand plaisir. La deuxième heure de Yata sur Move, l'émission 100% manga et Japanimation. Ringo est toujours là, Nice aussi, Val aussi, Kevin est arrivé, Kevin Otabunka. Je disais Ken depuis tout à l'heure. Mais et tu veux que je te dise, je sais même pas pourquoi. Parce que Ken est survivant. Je sais pas pourquoi. En vrai, Ken, ça me va très bien. Moi, ça me dérange pas si tu m'appelles Ken. Ça veut dire que tu vas devoir changer tous tes réseaux. Ah oui, merde. Je sais pas si c'est une bonne chose à faire, tu sais. Pour rebaptiser Nice Barbie ou pas? Pourquoi Barbie? Pourquoi Barbie? Putain, vous êtes naze. Je suis d'accord, mais je pense pas que ça lui plaise comme surnom, Barbie. Ah, pas Barbie, moi, c'est plutôt Cruella à la limite. J'aime beaucoup. Ça, j'aime. D'ailleurs, Ringo a trop d'influence. Ouais, non, mercredi, c'est déjà pris par Ringo. Ringo, pardon. Cruella. Ça marche, Cruella. Bon, on parlera pas de Disney aujourd'hui, désolé. Avec toi, Kevin, on va parler évidemment de tes contenus, parce que tu es créateur de contenu. Tu as créé un jeu on peut dire un jeu de société, hein. Mais c'est totalement un jeu de société. C'est totalement un jeu de société. Il y a un petit dé et tout, donc mais c'est très très bien. Et on parlera aussi de ces reboots d'animés et de mangas. On en parlera en toute fin d'émission. Si tout le monde est prêt, on y va pour cette deuxième heure de Yata.
Et on commence avec toi, ma chère Nice, sur l'actu manga et avec animé. L'actu animé manga. On commence avec l'actu manga comme d'habitude. Là, je vais vous parler d'un coup de cœur un peu spécial. On n'en a pas encore vraiment parlé sur Yatta, mais ça ne serait tardé. Ça vous parle, hein? Bien sûr. Évidemment, Arcane, la saison 2 est sortie et personnellement, je suis en train de la regarder tranquillement. J'esquive les giga spoils sur les réseaux parce que bien sûr, elle a terminé, la diffusion est terminée parce que ça a été vraiment un franc succès et c'est par des réalisateurs français, un studio français, donc ça fait plaisir. Mais laissez-moi vous présenter une masterpiece à avoir dans votre bibliothèque si vous avez aimé Arcane, bien évidemment. Mais regardez-moi cette beauté. J'essaie de la montrer à la caméra. Non, devant toi, il y a une caméra normalement. Super. Ouais, voilà. C'est vraiment un magnifique livre. Tiens, Ringo, je te laisse. Comme ça, je le fais passer. L'art de la création de Arcane League of Legends par Riot Games, Fortige Productions et Insight Edition. C'est publié par les éditions Malabook. Ce sera disponible à partir de demain, le 5 décembre. Donc, petite idée de cadeau pour les fêtes, why not, hein. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Totalement. Mais qu'avons-nous à l'intérieur? Eh bien, plus de 224 pages de genèse de la création de l'animé avec des illustrations inédites, des esquisses préparatoires. On en parlait tout à l'heure avec BD Galerie. Bien sûr. C'est dans le thème. La création des décors, des échanges aussi avec des équipes, que ce soit les artistes, les réalisateurs, les auteurs, et comment le jeu a influé sur la série. La saison 2 est d'actualité, mais ce livre concerne l'œuvre dans son entièreté, donc la saison 1 et la saison 2. J'insiste sur la mise en page extrêmement généreuse en illustration sur chacune des pages. Il y a la police qui est bien mise en avant. Je sais pas, c'est super travaillé en fait, et ça fait plaisir. Mais ça ne m'étonne qu'à moitié parce que la série est quand même magnifique. Moi, je vous le conseille. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça fait beau dans une bibliothèque. Là, je vais vous montrer, par exemple, un petit poster. Oh, mais c'est génial! Ouais, ce genre de poster, en fait, tu vas les retrouver par surprise dans certaines pages, etc. Tu as des petits éléments comme ça. C'est ça, les petites enveloppes? Ouais, exactement. Et moi, je trouve ça génial. En fait, c'est un super bon concept. Donc, ça sort demain, l'art de la création de Arcane League of Legends aux éditions Malabook. Ça vous attend en librairie. Je peux me permettre un tout petit truc parce que je viens de le feuilleter. Le papier est ultra qualitatif. Mais oui, alors... Le papier glacé est ultra qualitatif. Je sais pas si t'as remarqué, mais la jaquette, il y a une jaquette. On dirait pas comme ça. Le livre est blanc. Ah, c'est la jaquette. Valentin retire la jaquette. Titre. Ah ouais, c'est magnifique. C'est comme les Otomo Ultimate Collection en fait. C'est magnifique. Non, je vous ai dit le travail qui est fait dessus, il est génial. Tu sais quoi, le livre sans la jaquette est encore plus beau, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Bah écoute, c'est une classe dessus. C'est parce que t'as le marquage à chaud et le vernis sélectif que t'apprécies encore tu plus. Le vois, ça brille au niveau de le livre est vraiment quali. C'est pour ça que je vous ai dit peut-être idée de cadeau de Noël. Ah oui. Pourquoi pas. Ouais. Dans un autre registre, on va passer à un deuxième manga, enfin un manga, le premier manga plutôt. Je me baladais sur l'application manga.io. On la connaît cette application, voilà, on lit des chapitres, etc. Et je suis tombée sur un manga qui m'a tapé dans l'œil de par sa couverture. Ce manga est sorti aux éditions Imo, donc c'est une petite édition dont j'avais pas encore parlé et j'ai découvert quelques pépites d'ailleurs dedans. Il s'agit de La Croisade des Innocents de Usamaru Furuya. Oh, alors, incroyable. Ah, ça me fait plaisir. Auteur exceptionnel. Oui, je suis d'accord et très peu mise en avant, je trouve. Dans une France médiévale où la foi est au centre de la vie du peuple, on entre dans la vie de jeunes adolescents dans un hameau au nord de la France. Ça se passe déjà en France, ça fait plaisir. Leur rêve, à tous ces enfants, c'est de devenir chevaliers et de partir en croisade jusqu'à la Terre Sainte, Jérusalem, et intégrer l'ordre des Templiers. Dans ce village, il y a un enfant qui se démarque. C'est Étienne. Avec ses airs angéliques, il est... T'aimes bien? Non, vas-y, continue. J'ai fait une vanne sur une chanson, mais laisse tomber. Bref, Étienne, avec ses airs angéliques, il est connu pour réussir à prévoir la météo. Un jour, Étienne va avoir une vision miraculeuse. Évidemment, enfant exceptionnel, enfant saint. Et de là va commencer une épopée. Étienne, accompagné de 12 garçons, vont se mettre en route pour la Terre Sainte. Cette croisade sera nommée la croisade des enfants. C'est quelque chose qui est vraiment connu. Chanson de Jacques Higelin, ça. La croisade des enfants? Je l'ai pas. En tout cas, c'est historiquement connu. Voilà, c'est juste que l'auteur l'a retravaillé à sa sauce. Donc cette épopée sera rythmée par le courage, mais aussi l'horreur, sous le trait vraiment doux du Samaru. Et son dessin sera accompagné aussi d'ornements. C'est vraiment ça que j'ai vraiment aimé. Il y a une mise en page qui est magnifique. Ça finit en seulement 3 tomes, donc je vous invite à vous pencher dessus. Le premier tome est déjà sorti et disponible. Tout au long de l'année, on aura le tome 2 et 3.
aux éditions Imo. Le chapitre 1 est disponible sur manga.io si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Moi, c'est vraiment sur l'application que je l'ai découvert et je crois que le chapitre 2 est bientôt disponible également. Voilà pour la croisade des innocents aux éditions Imo. On passe aux news animées. Ah, allons-y. Le manga est même pas sorti en France. Il a été annoncé en grande pompe par les éditions Kana à la Japan Expo de cet été. Kagura Bashi. Ce phénomène au Japon débarque en France dans peu de temps, donc le 14 février en manga. Mais une nouvelle est tombée. Bonne Saint-Valentin. Un animé est déjà prévu. Bon, c'est une nouvelle pas si étonnante vu le buzz qui l'entoure, mais je pense qu'en 2025, on a déjà de belles promesses. Ça serait super que le manga et juste après l'animé sorte. Ça serait génial. Alors moi je suis totalement fan. Ouais. Je vais être honnête. Oui. J'ai découvert. Je vais être honnête. J'ai découvert le manga lorsque à la Japan Expo, j'en parlais avec quelqu'un de chez Kana. Ouais. Et il m'a annoncé qu'ils allaient faire l'annonce un peu plus tard. Ah, t'étais VIP. Et je me suis dit non mais attends, mais je suis passé totalement à côté. Je vais le lire. Je suis allé sur Manga Plus. J'ai tout rattrapé, c'est merveilleux. Mais j'en ai parlé, tu sais, l'année dernière et j'en avais parlé parce que ça avait dépassé au niveau, je sais plus, il y avait une liste où ça avait dépassé Jujutsu Kaisen. Le premier million de lectures en moins de 24 heures. Ça avait dépassé Jujutsu Kaisen à ce niveau-là. Et ouais, c'est un vrai phénomène. Donc moi, je suis pressée que ça arrive chez nous, voilà. Et donc l'animé est annoncé. C'est pas étonnant, en vrai. Très bien, bien sûr. Oui, mais pas trop tôt. Pas trop tôt. Sinon, ça veut dire plein de fillers. Donc. Ouais, et puis ça peut peut-être mettre des bâtons dans les roues au manga aussi, tu vois. Mais... je pense que c'est terminé les fillers. Maintenant, ça marche par saison les animés. Donc oui, ça reste une annonce beaucoup trop tôt, je trouve. Après, on verra. Demain, il y aura un chapitre dans une annonce. Ah bon, Je pense pas qu'il sortira en 2025. Kevin, je pense pas non plus, ça c'est sûr. Il n'y a pas de date pour l'instant, ouais. Ils ont juste annoncé l'animé. Je pense 2026, je pense qu'ils vont préparer quelque chose de fou. Je pense qu'on aura les détails à la Jump Festa, là, c'est dans 2 semaines. Possible. Oui, il y a peut-être moyen. Possible, mais je suis d'accord avec Kevin, 2025, ça me semble très tout tôt. Va très vite aujourd'hui. Ça me semble très Franchement, très l'industrie, ça charbonne. Et d'ailleurs, il y a une date pour un animé, un péché mignon à moi, qui est My Happy Marriage, qui est sorti déjà il y a 1 an sur Netflix. Alors, ils annonçaient la saison 2, là cet été, pour cet hiver. La date, ça y est, a été annoncée. Rendez-vous le 6 janvier sur Netflix pour commencer l'année en beauté et avec onirisme. C'est un bonbon en animé. Donc si vous hésitez, s'il est dans votre watchlist Netflix depuis longtemps, allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment doux à regarder, ça fait du bien au moral pour commencer l'année. On continue, enfin on termine surtout avec de l'épique. Ça vous parle, bien évidemment. Évidemment. Et vous connaissez, je suis Dame Galadriel, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette annonce. Oui, Le Seigneur des Anneaux est de retour au cinéma pour un film d'animation qu'on attend depuis longtemps, en tout cas pour ma part. Ce lundi, il y aura l'avant-première du film The War of the Rohirrim, ou La guerre des Rohirrim, réalisé par Kenji Kamiyama. Puis rendez-vous au Rohan, au cinéma, le 11 décembre en salle, si vous n'allez pas à l'avant-première. En tout cas, je pense que c'est une animation qui va faire du bien au Seigneur des Anneaux, parce qu'il y avait des films d'animation, des séries d'animation Seigneur des Anneaux qui étaient pas ouf, c'est ça? Pas très en règle également, voilà, au niveau des droits. Et ça fait plaisir de voir vraiment une animation japonaise dans le Seigneur des Anneaux. Je trouve que ça s'y prête super bien et j'ai pas trop regardé les trailers pour pas me spoil, mais je pense que ça aura du succès, voilà. Mais il me semble que t'as oublié la news de la semaine. Oh, dis-moi tout. Non, c'est la news de la semaine. Nice. C'est qu'on a la date officielle du premier épisode de Sakamoto Days sur Netflix. Ah, mais je suis passée totalement à côté. C'est aujourd'hui que c'est tombé? Ouais. Ah ben c'est aujourd'hui. C'est le 11 janvier. C'est vrai? Alors Kevin, il faut que tu saches qu'on est totalement acquis à Sakamoto Days dans cette émission. Très bien, moi j'adore Sakamoto Days. C'est exceptionnel. Et donc on attend l'anime avec impatience. Le 11 janvier, je n'ai pas encore l'heure. Oui. Petit rebond, tu disais tout à l'heure que t'aimais Lupin et tout ça. Bah, c'est TMS, Tom Soo aussi qui est à la prod. Voilà. Ok. On les embrasse. Donc voilà. Ah, je suis déçue, je passais à côté, mon Dieu. C'est sorti aujourd'hui, c'est obligé. Parce que je l'ai pas vu passer. Mais je pense que c'est peut-être sorti pendant que tu faisais la. Il y a moyen que j'intégrais mes petits inserts. J'ai une alerte Sakamoto. Incroyable. C'était pas le fan original number one en France. Peut-être pas, mais en tout cas, je suis dedans.
Titre. Voilà pour les news. Merci Mais avec beaucoup, ma plaisir. chère Nice. Kevin, Yes. est-ce que ça va toujours? Et ben ça va très bien. Franchement, je passe un bon moment pour l'instant. C'est vrai? Ouais, super. Pour l'instant, il s'est rien passé encore. C'est ça, franchement, c'est mais- Merci pour moi. Non mais l'actu était trop bien. Non, Nice, tu sais que je t'aime. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'on n'a pas encore vraiment introduit Kevin dans l'émission. Titre. Oui, du coup, tu le sais, si t'as une vanne à faire, n'hésite pas, Ok, n'hésite let's pas go. Kevin. Mais après avoir regardé tes vidéos, je pense que t'hésiteras pas de toute manière. Dis-moi, avant qu'on parle du sujet qu'on a prévu, et même avant qu'on parle du jeu, comment est-ce que toi t'es tombé amoureux des mangas et comment est-ce que t'as eu envie d'en faire, plus que ta passion, d'en faire ton métier? Je pense que ça a commencé comme tout le monde, hein, tout petit. J'ai commencé. On n'a pas forcément tous le même âge, donc. Ouais, toi, non, c'est c'était vrai, oui, quoi? pardon. Ouais. Merci. Alors, moi j'ai 29 ans. D'accord. J'ai 29 ans, donc j'ai commencé en fait avec les One Piece, Dragon C'est Ball. ton âge, hein? Exactement. À Dragon Ball, quand même. Ouais, en fait les mangas. Enfin, j'ai Ok, commencé oui, avec le d'accord, manga manga. Dragon Ah, oui, Ball, d'accord. qui est, enfin, je pense que même à l'heure actuelle, t'achètes toujours des tomes de Dragon Ball, hein, pour tes Ouais, il y a Oui, l'édition certainement. Colors en plus Voilà. qui est magnifique. On en Donc, parlera tout à l'heure d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé avec ça. En animé, en vrai, je pense que le tout premier, ça a dû être genre un truc genre GTO, mais sur Canal+. À Sur l'époque. Canal à l'époque, oui, bien sûr. Quand c'était en clair. Et genre, Ouais. je sentais que j'étais comme un petit fou, tu vois. Genre, tu sais, du haut de tes 8 ans, tu regardes un truc, il y a du sang et tout, tu te dis, oula, mais c'est pas Titeuf en fait. C'est ce là, que j'allais dire, c'était pas ton âge. Non, pas du tout, mais je regardais un peu en mode, oh, ok, c'est stylé. Et je pense, tous ces trucs-là, un peu Fullmetal Alchemist aussi. Toujours sur Canal aussi. Voilà, GTO, il y avait Samurai Champloo, des trucs comme ça. Toujours sur Canal, oui. Voilà, en fait, je parle de tout ce qui était passé Tout ce qui était sur Canal, ouais. Et ça m'avait choqué. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai parce que t'avais 3 styles différents là, avec Ah ouais. GTO, MHA, pardon, FMA et Samurai Champloo. Samurai Champloo. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Et en fait, petit à petit, je me suis un peu intéressé. Donc d'abord Dragon Ball, à la cour de récré, on n'arrêtait pas d'en parler. One Piece, Naruto, évidemment. Et petit à petit, quand les autres se sont dit, on va faire autre chose, moi j'ai dit non, moi j'adore. Je en fait. continue là-dedans. Et du coup, je me suis un peu plus renseigné, j'ai un peu plus poussé la chose. Et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai continué les animés, mais à fond. Je faisais que ça toute ma jeunesse. J'ai failli rater mon bac à cause de ça. Donc, C'est vrai? Ah bon, normalement, la Shonen Life, ça te donne la puissance pour réussir tes buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je bouffais que ça matin, midi, soir, et du coup, je pensais à rien d'autre. Ah, d'accord. Mais je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti quand même. Félicitations. Très bien. Merci beaucoup. Ça t'a pas isolé? Si, un peu, mais en vrai, j'avais des potes qui avaient cette même passion. Donc, Ah, c'est trop cool ça. Donc, on était vraiment dans notre petite boule ensemble. On faisait que parler animé, manga. Et c'est ça aussi qui m'a donné cette culture. C'est qu'on était que entre nous. On parlait que de ça, matin, midi, soir. Donc, en fait, t'acquiers des connaissances un peu. Bien sûr. Et pourquoi j'en suis arrivé à aller sur les réseaux, c'était une autre de tes questions. Ouais. J'ai toujours voulu faire un truc comme ça. Un jour, je suis allé sur YouTube, j'ai essayé, mais ça a flop total. C'est dur YouTube. YouTube, c'est pas facile. La vidéo est toujours dispo? Ouais, mais j'en parlerai pas. Mais genre, ça a dû faire 80 vues, un truc comme ça, tu vois. C'est toujours comme ça. C'est bien. Ah, Au début, c'est bien. Attends, mais c'est une première vidéo. Mais moi, 80 vues, je me suis dit, putain, il y a 3 classes entières qui m'a regardé, qui a vu ma vidéo. Moi, j'imaginais en termes de classe. Je me dis, 30 vues, c'est une classe, quoi. En vrai, Ouais, c'est vrai. Et en fait, un jour, TikTok est apparu. Alors au début, je trouvais que TikTok était un peu bizarre, tu sais, des gens qui dansent et Parce tout. que tu voulais donc, pas danser. Voilà. Ouais. Pour moi, TikTok, c'était plus de la danse, etc. Ouais. Sauf que, un moment, j'ai vu des gens parler manga, animé, et je me suis dit, mais attends, mais incroyable. Et je voyais des stats, et je me suis dit, mais en vrai, il y a moyen de faire quelque chose. C'est une nouvelle plateforme, je peux essayer de faire quelque chose. Et même si. On est en quelle année là? Je te coupe. Là, on est en 2021, je dirais. 2021, ok. Ouais. Et je me suis dit, allez, je vais tenter ma chance. Et ouais, du coup, ça fait 3 ans à peu près que je me suis lancé un peu plus. Mais au début, ça faisait quoi, 100 vues, 200 vues, mais j'étais comme un dingue. 100 vues, 200 vues. Imagine Mais bien 4 sûr. classes, 5 classes, un bahut. Putain, tout le Limousin. C'est ça. Mais tu sais que je réfléchissais vraiment comme ça, hein, j'étais comme un dingue. Et il y a un jour, une vidéo qui est partie à genre 100 000 vues. Mais ça, c'est la magie de TikTok. Ouais. C'est que tu peux avoir 10 abonnés. Et Ouais. si ça intéresse les gens, bah, en fait, ça fera les vues escomptées et c'est tout, quoi. Voilà. Et au C'est final, laquelle ça a cette pété. vidéo? C'était un blind test. Je fais un blind test avec des potes. En fait, mon groupe d'amis, on aimait ouais. y jouer, on aimait faire des quiz, des jeux. On faisait toujours ça pour un peu tester nos cultures. Et en fait, on aimait faire des blind tests. Et là, je me suis dit, vas-y, viens, on fait un blind test. C'est bon, c'est TikTok, quoi. On s'en fout, quoi. À l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus important. Mais à l'époque, TikTok, vraiment, voilà, je m'en foutais un peu. Et quand ça a pris, genre, j'ai vu 100 000. Il y en a une, elle a fait 26 millions. What? Un blind test qui a fait 26 millions Wow. sur TikTok.
genre 2 millions de likes et tout. Non, mais et j'ai vu le truc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, après, la moitié des commentaires, c'est des gens qui nous insultent en disant, mais c'est toujours comme ça. C'est ça qui fait le plus de vues, c'est quand c'est négatif. Et même l'algorithme sont réglés pour voir la négativité et puis mettre en avant la négativité. Bah voilà. C'est dommage. Ça m'a pas dérangé. Oui, mais forcément. Ça m'a pas dérangé. Alors moi, c'est très perso, je suis plus vieux que toi, c'est très perso, mais je trouve que ce soit dommage qu'on s'intéresse aux vues et pas forcément à la qualité du contenu. Je trouve que c'est dommage. Bah, là, sur TikTok, de toute façon, on parle plus de qualité. Hein. Enfin, il peut toujours avoir de la très qualité dommage, du coup, évidemment. Mais c'est comme des stories. Ouais, c'est ça. Si en fait la personne elle reste plus de 5 secondes ou 10 secondes parce que t'as fait un bon hook, et que ça attire vraiment la personne, mais tu peux dire n'importe quoi après, bah, au moins ça a attiré la personne, quoi. Et si tu fais un truc mais travaillé de fou, mais en fait le truc de fou arrive qu'à la 30e seconde et que tout le monde a scroll dès la 2e seconde, tu vas tomber dans Oui, moi j'entends qu'il faut bien le travailler la vidéo, évidemment. Bien sûr, mais et l'intro, c'est peut-être le plus important. Mais je comprends totalement le côté une vidéo bien travaillée. C'est pas forcément c'est dommage. Non. La vidéo qui va fonctionner. Non, en général, non. C'est ce qui est dommage. Du coup, toi, c'est à partir du blind test que l'envol s'est pris. Ouais, en vrai, cette vidéo-là m'a fait bien kiffer et je me suis dit, mais en fait, les gens aiment bien quand je joue à des jeux. J'ai joué à des jeux, j'ai fait des quiz, des trucs en rapport avec les mangas. Et j'en suis là actuellement. et du coup, aujourd'hui, je t'ai vu Valentin, juste après je te donne la parole. Aujourd'hui, on a parlé des mangas que t'aimais avant. Aujourd'hui, quels sont les mangas qui t'impactent le plus et qui t'impactent le plus même dans ton envie de faire des vidéos dessus? Qu'est-ce qui m'impacte le plus? Quel animé, en gros, actuellement? Manga ou animé? C'est toi qui vois. Qu'est-ce qui m'anime, on va dire? Moi, j'aime bien redécouvrir des trucs. Moi, il y a Kaiji. C'est mon animé préféré. Oh Kaiji. mon Dieu, oui, merci. Ah, voilà, Kaiji parfait. exceptionnel. Moi, je suis un grand fan de Kaiji. C'est un truc un peu gambling, un peu jeu d'argent, un peu machin. Parce que Squid Game a pompé, quoi. Totalement. Mais c'est vrai. Hein. Oui. De base, le manga s'étend sur pratiquement 100 tomes. Hein, c'est un truc. Ah oui, c'est énorme. Et en fait, le mangaka fait par arc. En fait, à chaque fois, il y a un gros truc qui se passe. Il y a un animé qui est sorti, donc 2 saisons, et donc ça reproduit donc 2 arcs. En fait, il n'y a pas de saison 3. Donc là, si vous voulez la suite, il va falloir lire le manga. Mais c'est vraiment un Squid Game. C'est un mec fauché. Il va se retrouver devant des yakuza qui vont lui dire, bon, écoute frérot, tu nous dois de la thune, donc tu viens avec nous sur un bateau. Espoir, effectivement, Kibo. Et en fait, il dit, voilà, tu vas monter sur ce bateau, on va faire un petit tour, une nuit entière. Et quand tu reviendras sur la terre ferme, et soit tu seras endetté x3, soit tu as remboursé ta dette, soit tu es méga riche. Et il se dit, est-ce que tu veux monter ou pas? Lui, c'est un gambler. Il va se dire, allez, tu sais quoi, vas-y, je veux rembourser ma dette. Et il y aura des jeux, mais des jeux trop stylés. Et pourquoi j'aime cet animé? C'est parce qu'il y a le côté pression. J'adore avoir une pression, j'adore être angoissé devant un animé. Et ça, c'est ce qui m'anime en vrai. C'est ce qui me fait kiffer les animés encore maintenant. Dès qu'il y a un truc qui m'angoisse, où je suis pas bien, où je pète un câble. Là, tu kiffes. Ah, je kiffe. Je suis trop bien. C'est les émotions. Tu vas kiffer la chronique de Ringo. Et en regardant tes vidéos sur YouTube et sur Instagram, pardon, et TikTok, on a l'impression que petit à petit, tu trouves ton ton. Comment est-ce que tu as trouvé ce ton? J'ai failli la faire. Est-ce que tu cherchais l'originalité et l'angle d'attaque justement pour ce hook et le reste en a dérivé? Ou est-ce qu'à un moment tu dis mais en fait c'est ça moi sur TikTok, c'est ça moi là en vidéo? Très bonne question, ouais. Au début, je faisais un peu n'importe quoi. Journaliste. C'est vrai qu'au début, je faisais un peu tout n'importe quoi, j'essayais de m'exprimer et je voyais quand ça fonctionnait et quand ça fonctionnait pas. Quand ça fonctionnait, alors souvent c'est le sujet qui fonctionne. Quand je parle de One Piece, forcément ça va fonctionner. Ouais, je veux bien le croire. Quand je parle d'un manga qui fonctionne pas, enfin qui est pas très connu, pas de vue. Voilà, ça fait pas de vue. Et du coup, j'ai trouvé une technique, c'est de ne pas parler d'abord du manga, de ne pas dire je vais vous parler de Kaiji, mais je vais d'abord dire écoutez, je vais vous raconter une histoire. Et là, je vais raconter l'histoire du mec, par exemple, fauché, machin, qui se retrouve sur un bateau. Un peu storytelling. Et les gens se disent, ok, qu'est-ce que c'est? Donc tu restes, parce que tu as envie de comprendre ce qui se passe. Tu animes ça avec des petites images, des petits animés. Et derrière, tu dis, écoutez, si vous voulez savoir, c'est Kaiji. Je trouve ça vachement bien. Voilà. Et en fait, comme ça, on va dire les ados de 13-14 ans qui ont besoin de leur moment, tu vois, ils vont avoir leur petite histoire. Et à la fin, je leur dis, en fait, c'est ça. Au lieu de commencer par c'est ça, ils vont dire, c'est bon, tu vas me saouler avec ton histoire. Voilà. Je leur raconte l'histoire et comme ça, ils sont contents. Et je l'ai trouvé comme ça parce que j'ai essayé de trouver une manière de faire kiffer les gens
en leur faisant découvrir des animés qui sont pas connus. Ouais. S'il vous plaît, regardez quoi. Et je me suis dit, mais comment je peux faire? Et ce storytelling est apparu. Et ça a fait des vues, mais des fois 2 millions de vues, 1 million et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est bon, c'est comme ça. J'en ai plus trop fait là depuis. Il faudrait que je reprenne un peu ça. Mais voilà, les gens ont adoré. Ils adorent ce concept. Et voilà. Oh bah, tant mieux. Ringo. Tout à l'heure, Hubert, toi, tu disais que c'était dommage que la qualité n'était pas présente sur TikTok. J'ai pas prioritaire. Voilà, j'ai pas dit que c'était pas présent. T'as raison. Est-ce que toi, maintenant, vu que t'es très bien installé, maintenant t'es un des Yonko, voilà, bien la ref, n'est-ce pas? J'adore One Piece. Yu Yu Hakusho. Ah non, pardon. Naruto. Voilà, t'es très bien installé. Est-ce que maintenant tu peux te permettre de faire des vidéos un peu plus conceptuelles, des trucs qui auraient pas marché à l'époque, ça aurait fait 80 vues comme tu dis, et te dire au pire si ça marche pas, tant pis, tu t'es fait kiffer, t'as fait le truc que tu voulais, tu rebondiras plus tard avec d'autres vidéos qui fonctionnent mieux. Ouais, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais ouais, ça floppe en fait. Et c'était quoi comme vidéo? C'est des vidéos où vraiment je parle d'animé où je sais que l'histoire va pas forcément entraîner les gens. Mais je veux quand même en parler. Vraiment de niche, mais même l'histoire elle est pas prenante. Donc même si je raconte un synopsis en allant vraiment loin, je sais que ça va pas plaire. Et au début, je voulais pas parce que je voulais que ça fasse des stats. Et maintenant, je me dis, je le fais, mais ça fait quand même pas les stats. Ouais. Ça fait quand même, par exemple, moi j'ai une moyenne, on va dire en 1 heure, je fais à peu près 10 000 vues, on va dire en 1 heure. Mais quand je fais ce genre de vidéo travaillée, en plus, j'essaye de bien faire avec une bonne caméra et tout, elle va faire 1000 vues en 1 heure. Et elle fera 10 000, mais en 2 jours, en 3 jours, alors que je le fais en 1 heure de base. Et donc, ça me démotive un peu, malheureusement, mais je lâche pas. Et je le fais toujours parce que maintenant je suis bien installé, donc je peux me le permettre, comme tu dis. Mais voilà. Voilà. Tu as parlé de montage 2 fois justement. Tu fais ton montage tout sur smartphone ou tu es sur ordi avec un logiciel pro ou CapCut ou... Alors tout dépend, ouais. En gros, les shorts vidéo, donc tout ce qui est 1 minute, ça sera sur CapCut. Je le fais tout seul. Classique. En vrai, le montage me dérange pas. Je fais ça souvent le matin. Je me lève. Je me fais mes petits montages. Alors, quelle est ta routine matinale? Je sais pas si ça va vraiment vous intéresser, non, mais ouais, je fais mon petit montage tranquille et après je le poste le soir. Et voilà. Souvent, ce que je fais en vrai le matin, c'est plus je regarde mes animés et après je travaille. Okay. Moi, je fais pareil. Mais moi aussi, je t'assure. Avant, je regardais le soir. Maintenant, je me lève, je prends mon petit déj devant les animés, les épisodes que je dois rattraper. Et puis après, tu fais ta journée. C'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Moi, je conseille aux gens qui nous écoutent, regardez vos animés le matin, c'est très bien. T'es dans une bonne vibe. Est-ce que vraiment tu t'arrives à délimiter les choses que... je pense qu'il y a des vidéos que tu fais pour forcément les stats, pour faire plaisir aux gens. Mais est-ce que tu investis quand même dans les choses qui te font plaisir à toi pour pas perdre la passion, etc. Parce que des fois, il y a des choses qui nous font plaisir, mais bon, qui sont un peu... qui fonctionnent pas forcément, quoi. Ouais, totalement. Comme je disais, ouais, des fois, je partage des vidéos où je sais qu'elle va pas forcément fonctionner, mais j'ai envie de la partager. C'est pour toi. Et je le fais. Mais souvent, on va dire que je garde ça un peu pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animés que je regarde, que je vais pas forcément partager. Je le regarde, je kiffe. Je fais ma petite live. Et si à un moment je me dis, tu sais quoi, franchement l'animé était trop bien, je vais le partager. Je sais que ça fonctionnera pas, mais je le partagerai quand même. Donc on va dire que je fais quand même pour vivre. Voilà, forcément, oui, bien sûr. C'est mon métier, à temps plein. Donc j'essaye vraiment de vivre et d'essayer de gagner ma thune là-dessus. Donc forcément, je fais des choses qui vont plaire aux gens. Mais des fois, je fais mes petits trucs. Valentin. Je vais refaire 2 questions, mais la deuxième, elle est schizophrène, donc c'est pas moi. La première, il a trouvé la parade. T'as dit le soir, tu postes. C'est important l'heure à laquelle on poste une vidéo ou pas du tout? Non, en vrai, ça s'en fout complètement. Je te jure que si la vidéo est censée fonctionner, elle fonctionnera. C'est vrai. Franchement, TikTok, ils ont un algorithme bien à eux. Et c'est pas genre, il est 17h, on va prendre tous les meilleurs trucs maintenant. Non, c'est... il est 10h du mat, il y a des gens sur TikTok. 11h du mat, il y a des gens sur TikTok. Même à 6h du mat, il y a des gens sur TikTok. Alors, bien sûr, je déconseillerais quand même de poster à 3h du mat. Voilà, c'est pour mieux pour vous, quoi. Mais de 9h du matin jusqu'à minuit. Franchement, si vous postez, faites ce que vous voulez. Et si vous vous dites, oh là là, j'ai posté à 23h et elle fonctionne pas, c'est que même si tu l'avais posté à 18h, elle aurait pas fonctionné. Voilà. TikTok, c'est comme ça. Et eux, ils ont besoin de thunes aussi. Eux, TikTok, ils se disent, si tu restes longtemps sur ma plateforme, je suis plus heureux. Donc forcément, ils vont mettre en avant les vidéos qui fonctionneront. Donc si tu postes à 11h, mais que les gens, ils restent, elle fonctionnera en fait. Donc voilà, il n'y a pas de post quand tu veux. Ouais. Deuxième question pour mon pote Boog, je sais très mal imiter, je vais tenter. Moi, Non, imite pas, prends ta voix, vas-y. Ok, Prison School alors, combien de vidéos toutes les semaines?
Prison School, j'en ai pas fait moi. Eh bah tu devrais. Voilà, merci, tu fais bien diff aussi. Je peux te le dire, Kevin, c'est-à-dire, moi j'ai pas TikTok. Si tu fais des vidéos Prison School, je suis capable de m'y mettre. Ok, d'accord. T'es pas sur TikTok? Tu regardes pas? Non. Ok. Non, mais je suis trop vieux pour ces conneries. Non, je te jure que Comme Danny Glover. Ok. Je te jure que non, maintenant il y a de tous les âges et En vrai, TikTok te cible. Hein. TikTok te cible bien. Ouais, totalement. T'as la timeline, enfin t'as ce qui te donne, c'est ce que tu recherches. Ok, bah on verra, mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas les vidéos sur Prison School, j'irai pas, Kevin, je te le dis. Ringo, On va rester sur TikTok parce que moi aussi j'ai pas TikTok, du coup je suis une vieille. il y a que toi et moi, hein, sache-le. Oui, voilà. Bah après, je me dis, trois regarder TikTok arrive sur Insta ou sur YouTube Shorts. Donc C'est en vrai. vrai, j'ai Insta, pas besoin de TikTok. C'est ce que je me dis aussi, en fait. Mais du coup, j'ai cru comprendre que sur TikTok, maintenant, les vues étaient beaucoup plus. Poup, elles ont bien tombé pour pas mal de gens. Apparemment, avant, ça mettait beaucoup plus en avant et TikTok a un peu plus de mal. Est-ce que toi, tu l'as ressenti sur tes vidéos? En fait, c'est particulier. Je pense que la raison pour laquelle les gens font plus trop de vues ou de stats, c'est parce qu'il y a plus de gens. Avant, on était solo, c'est ce qu'on voulait. Bah quoi. oui, Mais ouais. c'est comme le YouTube actuel. YouTube, Oui. actuellement, il y a des Twitch gens. Ou aussi. Twitch. Ouais. À l'époque, tu faisais ce que tu veux, t'étais le roi du monde. Maintenant, il y a de plus en plus de gens. Donc maintenant, il faut être innovant. Il faut sortir des Du choses lot. beaucoup plus. Voilà, il faut sortir du lot. Donc même si t'es là depuis 3 ans, et ben si tu refais la même chose depuis 3 ans, mais à un moment les gens ils vont te lâcher parce qu'ils vont plutôt suivre le mec nouveau qui est arrivé il y a 6 mois mais qui sort un truc qu'ils ont pas vu et du coup ils vont se dire ah mais je préfère ça parce que voir le mec ça fait 2 ans et demi il fait la même chose et là voir un nouveau bah, ça me fait du bien. Donc si les stats descendent pour certains, je pense que c'est parce que maintenant il y a plus de gens. Il en faut pour tout le monde. Moi mes stats alors évidemment par rapport aux stats que je faisais il y a 3 ans évidemment elles ont baissé mais elles sont pour moi correctes et justifié par rapport à ce que je fais, je trouve. Voilà, je suis très content de ce que je fais, mais j'aimerais faire mieux, enfin sur les sujets qui m'importent le plus. Ouais. Mais malheureusement, ça, je peux pas en décider. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Ringo, mais comment est-ce que toi tu te renouvelles? Est-ce que tu regardes ce que font les nouveaux arrivants ou est-ce que tu décides de pas les regarder eux et de réfléchir toi-même à de nouvelles stratégies? Regardez, je pense que c'est toujours, tu sais, il faut faire une veille. Je pense que c'est normal. C'est très important, je pense, dans tout ce que tu fais. Ouais, je pense que c'est normal. C'est comme, même si t'es une entreprise, tout Oui, simplement, tu vas tout. faire une veille pour regarder tes concurrents, voir comment ils font. Apple, ils ferment pas les yeux, ils se disent, vas-y, on fait notre life. Apple, ils vont forcément regarder les Ah, ben regarde concurrents. Samsung, hein. Ou Samsung va regarder Apple, vice Bien versa. sûr. Ils vont voir la nouveauté, ils vont se dire, normal. ah, mais lui, il a sorti ça. Allez, c'est bon, on le sort. Tu vois, c'est normal. Nous, on regarde, évidemment, on voit des choses qui fonctionnent pas. Mais moi, souvent, en fait, je me laisse. Souvent, c'est le lundi, par exemple, j'essaye de brainstormer avec des potes, en me disant, des potes créateurs de contenu aussi. Oui. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? Qu'est-ce qui peut nous amener à faire telle stat, hein, telle vue ou quoi? Ah, viens, on fait ça comme ça. Ah ouais, non, je pense que ça va pas plaire aux gens parce que le hook n'est pas bon. Voilà, on fait souvent cool. voilà, on brainstorm, on va dire. Nice. Pardon, je suis partie je l'ai écouté, j'ai oublié ma question. Ah oui. Alors, Est-ce que tu veux qu'on remonte le temps pour que tu essaies de... Parce que j'ai vu une DeLorean pas très loin. C'était très important. Ah oui. Mince. Bon bah tant pis, bah on saute la question. Non. On va faire comme ça. Bien. Wow. Le temps que tu retrouves, ma chère Nice, comment s'est passée la rencontre avec Larousse pour la création du jeu Soirée Manga? Et bah, Jeu de société Soirée Manga. C'est ça, ouais. Donc j'ai fait un jeu de société avec les éditions Larousse. En fait, ils m'ont contacté par mail. Ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit mais on voit tes vidéos, tu fais beaucoup de quiz, des jeux, et tu as l'air d'avoir une connaissance assez large. Eux, ils m'ont dit voilà, on remarque qu'il y a des gens sur les réseaux qui ont une connaissance assez profonde sur un sujet. Donc des gens qui vont parler que de One Piece. Ouais. Mais, par contre, ils vont s'y connaître, mais à mort quoi. D'autres qui vont avoir des connaissances sur Dragon Ball, sur peut-être le Club Dorothée. Donc ils vont s'y connaître, mais sur ce sujet-là précisément. Mais elle voulait quelqu'un, enfin la personne qui m'a contacté voulait quelqu'un qui ait une connaissance plus large, qui connaisse bien, que ce soit en animé, en manga. Et elle m'a dit, bah écoute, sur les réseaux, je vois que tu parles de beaucoup de sujets, de beaucoup d'animés. Donc souvent, t'es à la recherche d'un nouvel animé, les vidéos que je fais. Elle m'a dit, mais moi j'adore ça, plus tes quiz. Est-ce que ça te dit qu'on collabore? Je suis allé la voir. Elle m'a dit, voilà, on a besoin de faire un jeu de société. On sait pas quoi faire. On sait pas comment on va le faire. Mais est-ce que t'as une idée? Et moi j'étais comme un dingue. Tu me contactes. Bah oui, je veux bien sur croire. la rouge. J'étais en mode, mais quoi? Incroyable. Et donc elle m'a contacté le mardi. Elle m'a dit, rendez-vous jeudi. Et moi, de mardi jusqu'à jeudi, j'ai fait que taffer. Ouais. Et je lui ai proposé trois projets. Je lui ai dit, voilà, j'ai 48 heures que je suis dessus, j'ai 3 projets à vous proposer, ça. Elle a dit, mais celui du milieu, il est incroyable. On part sur celui-là. En combien de temps tu peux me le faire? Moi, il me faudrait ça. Alors, on était genre en début avril. Et elle me dit, voilà, il me faut ça pour fin mai.
J'ai fait ah oui. Ah oui, ah non, mais c'est rapide, hein. Ah ouais, elle m'a dit t'as 2 mois pour me sortir ça. Oh, donc t'as pas dormi pendant 2 mois. Et ouais, ça a été compliqué. Ouais, j'imagine. Mais compliqué, mais en même temps trop stylé parce qu'en plus il fallait jongler aussi avec les réseaux. Donc moi j'avais ma routine réseau et là j'ai rajouté une petite case jeu de société. Mais par contre c'était trop bien. Donc j'ai. Donc est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on a dans Soirée Manga en fait dans le. Ouais, en fait c'est un petit jeu où en gros il y a 4 thèmes différents. Donc le thème quiz, et en fait dans la carte quiz tu as 3 questions, niveau 1, 2 et 3, avec des questions différentes. Donc par exemple tu as niveau 1 Dragon Ball, niveau 2 One Piece, niveau 3 animé de sport, et 3 te rapporte 3 points, 2 points, 1 point, mais le 3 est difficile. Donc ça veut dire tu dis ok, animé de sport, est-ce que je suis fort? Allez, je le prends en 3 points, etc. Valentin il aurait cartonné. 3 points, slam dunk. Bien. Pas mal. Je crois que t'allais dire Deep Tree, mais bon tant pis. Mais voilà, en gros, c'était des questions comme ça. Ça, c'est pour la première. Après, il y a duel, où tu affrontes une personne sur un sujet. Il y a défi, où là, tu dois relever un défi. Donc, c'est peut-être citer 10 animés qui commencent par la lettre B en moins de 30 secondes et tu rapportes tant de points. Le classique TikTok. Le classique TikTok, exactement. Moi, je reprenais un peu des formats que j'avais, évidemment. Et ils ont adoré. Je leur ai proposé, ils ont dit, on veut celui-là. J'ai dit OK. Et pour finir, il y avait un petit bonus-malus, où en gros, tu pioches la carte et... par exemple, le bonus peut être bravo, si tu réponds bien, tes points sont doublés. Ou malus, t'es obligé de prendre la question à 3 points. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe le thème, des trucs comme ça. Et en fait, t'as un dé pour sélectionner tes cartes. C'est pas toi qui choisis, je veux prendre défi, je veux prendre machin. Tu lances ton dé, si tu tombes sur défi, tu défies quelqu'un. Et le but, c'est d'être le premier arrivé à 20 points. Ok. Voilà, t'as 20 points, tu gagnes. Voilà. Ok. Trop bien. À ce qui paraît, Nice a retrouvé sa question. Excuse-moi, j'étais à fond dans ce que tu racontais. Du coup, ça m'est. T'as reperdu. Non, c'est bon, c'est bien là. Moi, je voulais savoir si tu t'étais projeté un jour à travailler dans cet univers-là, dans le manga, ne serait-ce que dans, je sais pas, une maison d'édition, que sais-je. Hein. Alors, genre vraiment, mais pas du tout. Il faut savoir que moi, avant ça, de mes 19 ans jusqu'à mes 27 ans, j'étais dans une société, je suis resté là-bas. J'ai resté là-bas en CDI, j'étais commercial et en fait je vivais ma meilleure vie et j'étais en mode voilà, je reste comme ça, c'est très bien mais jamais de la vie je me suis dit je pourrais faire ça parce que j'avais pas les compétences, j'avais pas fait les études pour. Ok, j'ai les connaissances manga, mais il suffit pas d'avoir juste des connaissances en manga pour pouvoir prétendre à un poste. Il faut beaucoup plus de connaissances, de connaissances et du coup pas du tout. Sauf que en faisant mes vidéos, je me fais contacter par des gens et qui me disent mais en fait moi j'aimerais trop travailler avec toi, mais des personnes, des pros quoi, des sociétés. Et je me dis mais incroyable, par exemple aussi Larousse qui me fait confiance. Oui, sûr. Quelle opportunité. Donc voilà, moi je m'étais dit mais waouh, je peux le faire. Et maintenant j'ai quitté mon taf et je me dis là je vis de TikTok et des réseaux, mais je me dis pour dans 2 ans maximum ou 3 ans, j'aimerais bien peut-être taffer dans ce domaine-là. Continuer aussi avec les réseaux, mais avoir ce petit côté un peu fixe, un revenu fixe qui me permettrait de travailler dans un domaine, peu importe. C'est très court terme là. Ouais, mais TikTok c'est comme ça. En vrai, crois pas que tu puisses. Après, je sais pas ce qui va se passer, mais je pense dans 3 ans, 4 ans, certaines personnes que vous voyez sur TikTok, elles seront plus là parce que les concepts vont s'essouffler. Ça va très vite, TikTok. Donc moi, mon but c'est plus d'avoir un gros CV. De le présenter et dire regardez, j'ai sorti un jeu de société, j'ai fait ci, j'ai fait ça, let's go. Et vous me prenez pas. Ringo. Je suis très surprise de ce que tu dis là parce que on en connaît beaucoup des TikTokers, etc. Et s'il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui pensent comme toi, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment la lumière s'éteint pour tout le monde. Bien sûr. Et tu veux dire dans la vie ou dans le boulot? Oh, dans la vie, les deux, je pense. On meurt tout seul à France Spoiler. Mais je suis surprise que tu aies la maturité, le recul pour comprendre ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode YOLO, les billets verts. Ouais. Et toi, tu as vraiment ce côté où tu aimerais avoir une stabilité, etc. Ouais. C'est que, est-ce que tu penses, parce que justement, tu as eu ce boulot pendant X années, du coup, tu as eu les pieds sur terre, alors que beaucoup même en dehors du manga, les TikTok, etc., il y a beaucoup de jeunes qui sont sur TikTok qui explosent très jeunes, alors qu'ils sont même pas, majeurs. Donc, est-ce que tu penses que c'est grâce à ça que tu as réussi à garder les pieds sur terre? Ouais, je pense totalement, parce que en fait, tu te rends pas compte, mais quand tu taffes pendant 8 ans dans la même boîte, tu as ta routine, tu vis ta petite vie. Oh que oui. Et voilà. Oui. Et là, ça fait quoi, à peu près 2 ans que j'ai quitté mon taf, du coup, et que je vis à plein temps. Maintenant, je me lève le matin, je n'ai même plus de réveil, tu vois, je fais ma petite life et je vis ma meilleure vie. Mais
j'ai quand même besoin de cette fameuse sécurité financière, sécurité aussi du travail, de me dire, je taffe, le matin je me lève pour une raison. Là, je me lève pour faire kiffer les gens, évidemment, pour parler, mais je continuerai à faire ça. Je continuerai à parler sur les réseaux, à transmettre mes connaissances et ma passion. Mais si je peux, en plus, avoir un salaire fixe, mais dans le domaine que j'adore, c'est-à-dire les mangas et les animés, non, mais je suis le plus heureux. Moi, tu me dis, écoute, voilà, deviens, je sais pas, chroniqueur, deviens... CM. Commission manager. Si tu veux être chroniqueur chez nous. Non, il est derrière. Il a une mallette avec plein de contrats, normalement, déjà, donc il faut y avoir un truc pré-rempli. On va tenter. Voilà. Mais ouais, en fait, moi, j'attends juste que quelqu'un se présente et me dise, écoute, moi, j'adore ce que tu fais. J'ai déjà j'en ai parlé à des gens en disant, moi, je suis ouvert. Si, là, par exemple, t'as un CM, pas de souci. Si ton CM, il se barre dans 2 ans, je suis là. Tu vois, je leur dis, moi ça me va totalement. Et moi derrière, je continue sur mes réseaux. Ouais. Et je peux totalement le faire. Et voilà, tout simplement. Est-ce que tu te dis juste. T'avais 2 questions. T'as fait une miss. Il y a quoi? Est-ce que tu te dis, vas-y, je le tente et je provoque moi-même la chance? Bon, l'exemple va être très gros, mais je monte ma maison d'édition. Voilà, tu vois, un truc dans le genre. Ok, je vois totalement. En vrai, non. Je pense pas. En vrai, le plus que je pourrais faire, c'est par exemple sortir mon propre jeu de société, par exemple. J'ai vu comment j'ai fait, je sais comment ils s'y prennent. Alors par contre, ils ont l'argent, Larousse, donc ils savent quoi faire et qui appeler, quoi. Mais je me dis, si moi je peux en faire un à moi, à mon nom, ça pourrait être un beau petit rêve. Où là vraiment, je sais pas, je dis le Otabunka Game, quoi, ou je sais pas, un truc comme ça, un peu drôle. Mais non, en vrai, non, je suis plutôt quelqu'un d'assez posé. Je veux vivre une petite vie tranquille. C'est un peu mon objectif. Ok, Kiryu Shikage. Exactement. Valentin. Je veux revenir sur la création du quiz. T'as que 2 mois pour le faire. T'as des niveaux de difficulté. Comment tu choisis telle question elle est facile, telle question elle est difficile, parce que tu n'as pas forcément le recul comme tu es dans ton club d'experts pour dire ça c'est difficile, ça c'est facile. J'ai envie de dire Hubert il dirait tout sur Black Clover c'est facile. Oui. Tu vois, et Ringo elle dirait s'il y a quelqu'un qui meurt c'est easy. Bien sûr. Non, mais dans n'importe quel manga d'ailleurs. C'est une très bonne question. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai testé mon jeu à des gens. Mais de plusieurs types. Ça veut dire que je l'ai fait tester par exemple à des jeunes de 12 ans qui s'y connaissaient pratiquement pas, un peu la génération Netflix, quoi. Je leur ai fait tester le jeu. Je l'ai fait tester à des gens qui s'y connaissent bien. Je l'ai fait tester à des gens qui sont plus de la génération 70, 80, 90. Tu peux nous appeler les vieux. Hein. Les 1900. Oui, entre autres, les boomers. Mais voilà, je l'ai fait tester à plein de gens et à chaque fois, je leur ai demandé cette question, tu la classes où, comment? Et à chaque fois, ils me répondaient. Donc, j'en ai fait un petit bilan. Et après, je l'ai soumis à Larousse, qui eux aussi m'ont donné leur avis. Carrément, il y a des questions qui m'ont tège. Ils m'ont dit, mais cet animé, tu en parles pas. Parce que. Faut que tu nous dises le nom. C'est Prison School encore? Non, il y avait quoi? Il y avait il y avait Made in Abyss. Ok, on comprend. Voilà, Made in Abyss, c'était un peu compliqué. Il y avait quoi? Mushoku Tensei. Ah oui, on comprend aussi. Oui. Voilà. Mushoku Tensei. Roxy, elle est majeure. Hein. Non, Mushoku, j'étais un peu triste quand même, mais bon, voilà, après, c'est la vie. Et celui où j'ai été un peu le plus choqué, mais c'est parce que ça venait de sortir à ce moment-là, c'est Oshinoko. Ah, c'est vrai. Pourquoi Oshinoko? Et voilà. Tu vois, mais vraiment, en vrai, je peux comprendre aussi. Et Oshinoko, parce que au tout début, en fait, le personnage principal, il regarde les sangs de la mère, qui est mineure. Il est en mode, j'aurais pas dit ça. Lui, il a genre 38 piges. Et la relation avec la sœur aussi. Voilà. Mais en gros, ils ont dit. Des moments gênants, il y en a dans tous les mangas. Ah, mais ce qui est bien, c'est que quand j'ai fait ça avec les éditions Larousse, eux, ils s'y connaissaient un peu en termes de manga, donc j'ai pu passer entre les mailles du filet pour certains mangas. Et j'ai pu dire. T'avais collé les premières pages de Goblin Slayer, quoi. T'as dit, regarde ça. Non, ça va. Ah non, de Goblin Slayer, je pense que ce qui est dommage pour Oshinoko, c'est qu'on est sur un hit en fait. Mais oui. Donc ça aurait pu être très bien pour eux. Et surtout que, alors oui, ça fait, il y a des gens en fait sur Twitter, c'est un peu parlé pour le premier épisode. Sauf que au moment où le premier épisode est sorti, ils étaient en mode validation et pas validation de certains trucs. Et ils ont dit non, ça c'est mort. Et j'étais en mode fait chier. Et au final, maintenant, c'est un des plus gros hits. Et je suis sûr que là, si on ressort une partie 2, ils le mettront au Shinoko. Donc voilà. D'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser. Parce qu'une fois que celui-ci est sorti, donc il est disponible, est-ce que vous avez déjà réfléchi à une suite qui sera peut-être pas la même que celui-ci, tu vois, mais que celui-là, une version peut-être plus vidéoludique ou plus comme Time's Up ou plus,
Franchement, j'aurais bien voulu, mais pour l'instant, non. C'est pas dans les papiers, et pourquoi pas dans un futur. En fait, j'espère. Franchement, je croise les doigts. Je veux continuer. Moi, je veux continuer à avoir mon CV le plus gros possible. Et franchement, mon CV, pour l'instant, il est très, très bien rempli. Donc, je suis trop content de ce que je fais. Et en 2 ans, franchement, j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire. Il y a de ça, du coup, 2 ans, quoi. C'est très beau cette phrase-là. L'audace. Nice. Ça paye l'audace. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si tu avais intervenu un peu sur l'ADA de ton jeu, parce que bon, t'as fait les questions, etc. Mais dans les 2 mois, est-ce que t'as intervenu dans le reste, quoi, dans la boîte, dans le design, tout ça, de ça? Oui, c'est moi qui ai choisi la boîte. Ok. C'est moi qui ai choisi la couleur, etc. Ils avaient déjà, la pochette, enfin vraiment la boîte en elle-même, il y a des dessins dessus et tout. Alors ils pouvaient pas mettre Naruto parce que les licences évidemment. Ah, j'imagine. Mais ils vont mettre ça va coûter cher là. Voilà. Mais ils ont mis des ninjas, ils ont mis des trucs pour faire penser un peu au Japon, etc. Mais ça, j'avais pas la main dessus. Ils ont dit voilà, c'est comme ça. Par contre, j'avais le droit de la couleur de la boîte. Ce qui était dingue parce que je trouve que c'est très marketing quand même comme sujet qui ressort en vitrine et tout. Donc je leur ai dit quand même que je leur faisais confiance. Qu'est-ce qui pouvait le plus ressortir en vitrine et en magasin. Ils m'ont dit celui-là, je pense. On part sur celui-là. Pour la boîte, moi j'avais dit que je voulais absolument un dé. Pour faire le fameux tu choisis pas ta carte, quoi. Tu joues. Même si j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disent qu'en fait ils jouent pas avec le dé, que eux en fait ils veulent juste les tricheurs. En fait, c'est de comme la triche carrément, bah oui. Bande de tricheurs. C'est même le principe, tu vois. C'est le principe du jeu, mais souvent c'est comme le Uno, hein, personne joue en respectant les règles, hein. Exactement. Ce sont des tricheurs. On s'amuse plus. Et j'avais une question. Est-ce qu'à un moment donné, pour rebondir sur Nice, est-ce qu'à un moment donné... Titre Non, ne faites pas ce titre, les gars. S'il vous plaît. Pour rebondir sur ce qu'a dit Nice... Pour rebondir sur ce qu'a dit Nice, est-ce qu'ils t'ont proposé à un moment donné de mettre ton visage sur la boîte pour que ce soit encore plus vendeur? Ouais, c'était dans le contrat d'ailleurs. Ah oui. Ma tête est sur la boîte d'ailleurs. Mais c'est eux qui m'ont dit on veut ta tête. D'accord. C'était pas ton idée à toi. Non, ils m'ont dit on veut ta tête. Je leur ai dit mais si vous voulez. Mais moi je leur ai expliqué que en vrai, alors sur les réseaux, oui, je suis un peu connu, mais pas trop non plus. J'ai ma commu, mais je leur ai dit en vrai, foutre une tête. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose parce que je suis pas vraiment le mec le plus connu de la planète. Encore, tu mets une tête de, je sais pas, Louis San, tu mets la tête de quelqu'un vraiment qui pèse dans le game. Je pense que c'est convenable, c'est cool, mais moi je leur ai dit je suis personne, les gars, je vous jure. Ok, je fais des petites stats. Tu peux pas dire que t'es personne. Bah oui. Ils sont venus te chercher par rapport. Et encore une fois, moi je vais au-delà des stats. Moi je préfère parler qualité plus que stats, tu vois. Parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre, même si ça peut arriver. Ils sont venus te chercher plus pour la qualité des vidéos, pour ta cible aussi, pour ta cible de communauté, parce que ce que tu fais, ce que tu fais sur les réseaux, ça rejoint un peu ton jeu de société. Donc forcément, c'est la cible de tes réseaux sociaux aussi qui cible tout simplement ta communauté. Donc ça, pour moi, c'est logique en fait. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ils m'ont sorti cette phrase et je leur ai dit allez. Parce que Nice travaille chez Larousse. Voilà. Je pourrais. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai avec la couleur des cheveux. J'ai fait du marketing, les gars. J'ai fait du marketing. Parce qu'elle est forte. Du coup, peut-être que on a le temps. Le temps passe vite. Peut-être qu'on a le temps de parler du sujet. Sauf si vous avez d'autres questions pour Kevin, mais peut-être qu'on a le temps de parler du sujet qu'on avait prévu. On a 1 milliard de questions. Ouais, on le réinvitera. Voilà, c'est notre excuse. Je reviens avec grand plaisir. Bon, tu reviens avec grand plaisir. Pour la sortie du 2e jeu. Exactement. Du coup, on en avait parlé en intro sur ces reboots qu'il y a. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, tous les samedis soirs, je ne sors pas de chez moi, je suis sur Netflix pour regarder l'épisode de Ranma 1,5 que je trouve fabuleux. Et il y a énormément de reboots, puisqu'il y a Ranma 1,5, il y a aussi eu Lamu qui est arrivé l'année dernière. Il y a Kenshin le Vagabond, par exemple. Kenshin le Vagabond, il y a pas mal d'années en arrière, Dragon Ball Z Kai, et même pour les mangas, il y a ça, il y a l'édition finale de Senseiya, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Il y a l'édition color de Dragon Ball. Il y a plein de choses comme ça. Avant qu'on rentre dans les œuvres plus profondément, j'aimerais vous poser une question un peu à tout le monde. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose aujourd'hui de faire des reboots de ces anciennes œuvres qui sont datées d'époque, tu vois, pour essayer d'amener un nouveau public au lieu de pousser beaucoup plus les nouvelles œuvres? Je t'ai vu lever la main, mon cher Val. T'as vu? Je me suis pas lancé en interrompant ça, et tout. Ça, donc c'est je sympa. mérite 2 questions. Il va falloir qu'on arrête avec ça. Vas-y. Non, je pense que c'est une bonne chose parce que ça a été prouvé que si tous les marketeurs le font, il y a une raison derrière. Le seul sujet, c'est quand tu le fais pas bien.
Pour moi, le sujet, il est plus là-dessus. Tu veux dire qualitativement ou pour de mauvaises raisons? Qualitativement. Quand tu fais un reboot ou un remake qui est foireux, là tu vas décevoir tout le monde, et les nouveaux fans potentiels et les anciens. Je veux parler par exemple les remakes de Denver, le dernier dinosaure. Je suis désolé. Je l'ai même pas regardé. Ça ne me convient pas. Les stats le montrent, personne le voit parce que c'est absolument un fail. Tu l'as dit, le Ranma est très agréable à regarder, très très bonne surprise. Je suis moins fan des musiques et de l'ADA que ce qu'ils ont fait sur le Lamu, mais ça apporte une valeur et ça permet. C'est le même studio, on peut. C'est pas le même studio. C'est pas le même studio. C'est absolument pas le même studio. On est passé de David Prod à Mappa. C'est la même autrice, mais c'est pas le même studio, à mon grand désarroi. Mais c'est pas grave. Et donc, si tu fais ça bien pour que ça amène un nouveau public, nous, on a aimé ces licences, on a aimé ces œuvres. Donc, on a envie qu'elles continuent à vivre. Et si tu nous permets, en lui donnant un petit coup de make-up, de passer plus crème sur une nouvelle génération, ou même de respecter plus l'œuvre, parce que le reboot de Ranma est beaucoup plus proche du manga que la première version, tu justifies. Donc, en fait, j'ai envie de dire, ça va dépendre du cas, mais d'une manière générale, sur le principe, je suis pas contre. Voilà. Kevin, j'ai vu une de tes vidéos. Bon, moi, je regarde sur Insta. Ouais, j'ai vu une de tes vidéos où tu parles quand il y a eu l'annonce de ce reboot de One Piece. Ouais. Qui, pour l'instant, n'a pas encore de date. On avait dit, le studio Pierrot, on avait dit là pour l'automne, fin d'année, mais bon, apparemment, ce sera sûr pas 2024. C'est même pas, sera vraiment 2025. C'est quelque chose qui te plaît de repartir sur One Piece? Ah ouais, moi je suis trop fan. Déjà, One Piece, c'est mon manga préféré. J'avais parlé de Kaiji au début, mais c'est mon animé. Vraiment, je dissocie animé et manga. Oui, tu peux, oui. Voilà. Et je pense que One Piece, pour moi, c'est mon number one. Et l'animé, un peu moins. Un peu moins parce que c'est un animé fleuve. Et les animés fleuves, j'ai un peu du mal. Bien sûr. Les Kai existent sur Internet, c'est des trucs, c'est pas pour rien. Dragon Ball Kai est là pour aider aussi aux jeunes à pouvoir regarder sans se dire c'est bon, j'en ai marre de vos épisodes pour raconter. Après, les fillers entre Dragon Ball et One Piece, c'est pas comparable. Hein. Oui. Parce que One Piece, après, One Piece est beaucoup plus long, mais il y en a forcément beaucoup plus. Voilà, et donc je suis très content que One Piece sorte en version, j'allais dire Dragon Ball Kai, donc en version plus court, quoi. Oui. Et en fait, je pense que ça va. La raison pour laquelle ils l'ont fait, ça c'est clair et net, c'est pour attirer les jeunes qui, là, à l'heure actuelle, ne vont pas regarder la version 97 qui est sortie. Sûr. Parce que quand tu as 7 ans. Il y a 1100 épisodes. Quand tu as 7 ans et qu'on te montre l'épisode de Demon Slayer où il y a de la lumière dans tous les sens et que ça part dans tous les sens, et que là on te montre un Luffy qui dit ouais, je vais devenir roi des pirates en carré et qui parle pendant 20 ans pour dire rien du tout, et forcément il va plus aller dans là où ça péille et ça fait de la lumière et ça explose. Forcément, tu vois, c'est logique. Donc One Piece, c'est très bien parce que comme ça on va avoir quelque chose qui explose, qui va vite. Comme la série live Netflix, c'est trop bien parce que on va dans le concret. Pendant une saison, on fait un arc qui a duré 10 tomes normalement. Ils l'ont fait en une saison. Ils ont loupé plein de choses, certes, mais si tu veux voir tout, tu lis le manga. Tu vois, c'est comme les Harry Potter. C'est une adaptation. Ah oui. Voilà, c'est comme les Harry Potter. Le film, incroyable, pas de souci. Mais si tu veux plus, si tu veux vraiment rentrer dans le vif du sujet, tu lis l'œuvre. Bientôt la série. Je vais me permettre un truc avant de vous donner la parole, Ringo et Nice. C'est-à-dire que moi, tu vois, mon manga préféré, c'est Dragon Ball. Ça a toujours été ça. Et quand Dragon Ball Kai arrive, j'étais très dubitatif sur le fait je voyais pas vraiment l'intérêt. Je l'ai regardé plusieurs fois parce que l'animation est un peu plus jolie. Mais je ne trouve pas que ça améliore l'œuvre. Et je ne trouve pas que ça améliore l'animé pour plusieurs choses. Déjà, ok, on a enlevé les épisodes filler, mais c'est-à-dire qu'on a changé les musiques. Et je trouve que les musiques dans Dragon Ball Z Kai, elles sont beaucoup moins épiques. Et puis surtout, ça t'enlève... Alors, toi, c'est différent parce que t'es pas forcément fan de l'animé One Piece. Mais je trouve que ça t'enlève tout ce que t'as aimé. Et même si les épisodes filler de Dragon Ball n'étaient vraiment pas tous bons, voire beaucoup mauvais, et que, oui, ce combat Goku Freezer est interminable et c'est ennuyant, je vous l'accorde, et ça c'est peut-être le bon point de Dragon Ball Z Kai, mais avoir enlevé, et là je parle avec le cœur, pour moi il y a un seul filler qu'il ne fallait pas toucher.
Parce que c'est exactement, Merci. c'est peut-être le meilleur filler de l'histoire de Dragon Ball. Je suis d'accord. Et quel filler? Le permis de Le conduire. filler, permis de conduire. juste avant le tournoi de Cell, il y a Goku et Piccolo qui vont passer le permis de conduire. Et on rappelle que c'était 2 ennemis. On rappelle que Goku a tué le père de Piccolo et qu'on rappelle que Piccolo s'est sacrifié pour sauver le fils de Goku. Donc en fait, il y a une histoire particulière entre ces deux-là et les voir tous les deux, un avec une chemise hawaïenne, casquette à l'envers, aller passer le permis de conduire, c'est cool. Et deuxième truc qui m'a dérangé dans Dragon Ball Z Kai, pour moi le meilleur combat, allez ex aequo, le meilleur combat, enfin celui que je préfère, c'est le Goku Cell. Et le Goku Cell a été un peu étendu dans la version animée par rapport au manga. Et là, ils l'ont raccourci dans la version Kai. Et moi, ça me dérange parce qu'on était sur un combat qui était ultra dynamique, contrairement à celui de Freezer. Donc, je trouve qu'il n'y a pas forcément des bonnes choses dans ces histoires de reboot. Ma chère Ringo, est-ce qu'il y a un reboot qui t'a plu, toi ? Et surtout, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, cette arrivée massive des reboots ? Économiquement, c'est une bonne chose pour les studios, hein, les thunes. J'imagine. C'est pas le Japon qui a inventé ça. Hein. Il y a juste à regarder dans nos salles de cinéma en ce moment, il y a que ça. C'est vrai, la nostalgie. Voilà. Dans les jeux vidéo. Hein, dans les jeux vidéo, partout. La Capcom nostalgie. a mon argent. Ouais. Oh, il a mon argent aussi. Mais oui, c'est un truc qui fonctionne parce qu'on revient toujours sur nos anciennes œuvres. Après, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est le fait que l'originalité passe à la trappe de plus en plus. Même si, attention, on a des animés originaux toutes les saisons. Ça, je dis pas le contraire. Il y a des reboots que j'ai bien aimés, il y en a que j'attends. Face Night, la première route, s'il vous plaît, de 2006, s'il vous plaît. Studio Dean, c'était horrible. Je croyais que t'allais dire un ReZero reboot. Alors non, ReZero, il n'y a pas besoin de reboot, il y a la saison 3 là, qui est finie. Fate Zero, non, pas besoin non plus. Parce qu'il y a des trucs dont ils n'ont pas besoin. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est quand on fait des reboots de vieux animés des années 80, 90, même avant. Bah, on parle de Lamu et de Ranma, par exemple. Lamu, le reboot, à 2 doigts de me jeter par-dessus le balcon. Mais Ranma, j'ai vu le premier épisode, franchement, pas dégueu du tout. Ouais, je trouve mais bien, ce qui me gêne plutôt, c'est qu'on perd, il y a quelqu'un qui le disait dans le chat, il a parfaitement raison, on perd le grain des années 80, 90, même 70. Ça devient rond, ça devient lisse. Il y a juste à voir Yu Yu Hakusho, chose qu'ils ont fait dernièrement. Kenshin. J'étais à 2 doigts de prendre une corde et me la mettre autour du cou. C'était horrible. J'aime pas quand on retire cette intemporalité qu'ont les animés de l'époque, que j'aime beaucoup. C'est comme si on nous faisait un reboot de Cowboy Bebop où Spike il est tout rond, il est tout kawaii. Non. Mais je suis 100% d'accord. Il y a des reboots qui sont très bien. Ranma, c'est très bien parce que c'est complètement avec le style de Takahashi Rumiko. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a d'autres reboots où l'animé se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tout comme il y a des reboots Hunter x Hunter 2011. On préfère tous les deux la version de 99. Oui, mais c'est un bon reboot. Ah oui, je suis d'accord. Les personnages sont pas dénaturés, je trouve. Non, je suis d'accord. Les couleurs sont plus pétantes, mais ça va. Et il y a d'autres reboots où c'est très bien, mais j'aime bien la première version. Je préfère la première version. FMA. FMA Brotherhood, c'est exceptionnel, je ne dis pas le contraire. Mais la version beaucoup pessimiste, très très sombre de la première. Disons que la première version n'a pas la même fin. Et l'animé se dirige pas la même milieu en fait. Hein. Il a le même milieu très vite. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup du coup. Donc les reboots c'est bien, c'est quand ça aide et quand ça met des pépettes dans les caisses, c'est très très bien. Et en plus quand il y a des goodies de nouveau, je suis complètement heureuse, comme ça je peux en acheter. Mais faut pas non plus négliger les œuvres originales pardon. Et surtout des reboots qui en ont pas besoin, n'en faisons pas. Donc, mais bon, après, je sais que Takeda, dans son bureau, il veut se mettre des pépettes plein les poches. Donc, bon, je sais très bien comment fonctionne l'économie. C'est pas que ça, si je peux juste parler 30 secondes. C'est aussi, comme Nice l'a dit tout à l'heure en parlant de carré, aujourd'hui, tu consommes en 16/9, donc tu peux pas sortir des animés qui ont été faits en 4 tiers. Et tu le vois sur certains trucs, quand tu fais de l'upscale, tu es obligé de faire du crop et tu perds des morceaux d'image. Et il y a des trucs vraiment super moches. Tu le vois quand tu as allé regarder ce que fait Discothèque Média, ils partagent en disant voilà, là, on a fait de l'upscale et donc on est obligé de sacrifier cette partie de l'image. Et je crois que c'est encore pire. Donc voilà, désolé à toi. Non, il n'y a pas de souci. Moi, honnêtement, je suis dans les 2 cas de figure. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous parler de Kenshin le Vagabond, qui est sorti la saison 1, le reboot l'année dernière. J'ai eu beaucoup de mal. Franchement, je ne pouvais pas rester devant. C'est beaucoup trop adouci par rapport à l'animé de base. Ouais. Et d'ailleurs, on voit souvent sur les réseaux sociaux des images, etc., animé 90, 80, etc., parce qu'il y a un truc, il y a un style, il y a un truc plus sombre et plus dur qu'on aime. Plus mature, mais après, on est aussi des adultes, etc., aujourd'hui. Maintenant, si je devais prendre un exemple où je suis dans les 2 cas de figure, ça serait concernant les œuvres de Rumiko Takahashi. Ranma, moi, j'ai pas grandi avec Ranma. J'ai pas grandi avec les animés et les mangas. Oui. Moi, j'ai connu ça très tard, 19-20 ans, tu vois. Et du coup...
J'en ai 29 aujourd'hui. Mais du coup, je redécouvre moi Ranma. Je découvre Ranma. Par contre, Inuyasha, je l'ai connu. Et je l'ai connu à l'époque. Et j'adore, j'ai kiffé Ranma, ce que ça donnait, mais tu me dis Inuyasha reboot, j'ai pas très envie. Je suis attachée à l'animé, je suis attachée au visuel, je suis attachée aux musiques énormément. C'est pour ça qu'elle passe souvent ici à la radio. Et je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être notre petit truc à nous d'adultes qui fait qu'on n'a pas envie de revoir ces reboots-là parce qu'on est attaché forcément. Mais aujourd'hui, ça ferait quand même du bien à la nouvelle génération de voir ces œuvres-là en reboot, même si c'est pour l'argent également. Finalement, ça les remet aussi en avant, même pour une adulte comme moi qui redécouvre pas forcément tout. Mais ouais, Ranma que je découvre, je suis bien contente de l'avoir. Ça n'aurait peut-être pas été le cas si il n'y aurait pas eu le reboot. Et tu vois, rapidement, pour switcher de animé à manga, parce que c'est une sorte de reboot dans les mangas, là, récemment, Kana ont lancé le Sanseiya Final Edition, où Kurumada a redessiné. Tu me disais, Val, qu'il a changé aussi certains dialogues, qu'il a rajouté un chapitre. Donc, en fait, on est sur quelque chose qui est fait clairement pour les fans, mais qui améliore l'histoire. Et améliore le manga. Complètement. Enfin, en tout cas, d'après Kurumada lui-même, il remet du sens là où à l'époque la pression éditoriale, parce que c'était publié en hebdomadaire, donc t'as pas toujours la liberté, t'as la pression de la cote de popularité. Donc il a et puis il a mûri. Ça fait 40 ans qu'il est sur cette histoire. Il a eu le temps de la réfléchir. Il a eu des retours, il a eu des échos. Les armures ont changé. La première fois que les armures avaient changé, c'était à cause du fabricant de jouets. C'était Bandai qui avait dit non, mais là c'est pas fabricant. On peut pas faire les armures telles que vous les avez faites. Donc il avait dû les changer. Donc là maintenant il permet une transition plus smooth entre l'évolution des armures. Donc je pense que c'est hyper important. Puis là, alors là, c'est lui qui le fait. Donc tu peux pas dire que c'est un manque de respect. Ah oui, ça c'est sûr. Et on en parlait aussi, on en a parlé plusieurs fois. Glénat qui sort j'ai resté sur Dragon Ball, mais le Dragon Ball Full Color. Je sais pas si tu l'as eu entre les mains, Kevin, mais qui je trouve en fait apporte beaucoup de choses parce que ce sont les vraies couleurs que voulait Toriyama, et parce qu'il faut savoir que les couleurs que la Toei a fait, ce sont pas les couleurs que voulait vraiment Toriyama. Donc on est encore plus proche de l'œuvre. Et là, quand on est sur des reboots ou des ressorties comme ça, ben je trouve que ça fait du bien, en effet, pour l'œuvre. On arrive déjà en fin d'émission. Eh ben écoute, mon cher Kevin, qu'est-ce qui arrive là pour toi pour fin 2024, courant 2025? Qu'est-ce qui sort ? Non, bah là je continue à faire mes petites vidéos. Je fais ma petite vie tranquille. Après voilà, j'ai peut-être des projets qui vont arriver courant 2025, mais c'est pas encore sûr. Donc tu peux pas en parler tout de suite, c'est ça ? Je peux pas en parler, mais j'ai deux gros trucs. Je suis en discussion avec des grosses sociétés, on va dire, je peux pas dire quoi. Cool. Et si ça se fait, mais tu nous teases des trucs là. Je te jure. Si ça se fait, c'est trop bien. J'ai un gros projet. Un partenariat avec Junji Ito, quoi. Juste ça. Mais voilà, il y a deux gros trucs qui vont potentiellement se faire. Et si ça se fait, ça je le rajoute sur mon CV. Je trouve. En sachant que dans 2 ans t'arrêtes, hein, c'est ça le. Et tu reviens. Non, j'arrête pas. J'ai pas dit que j'arrêtais, mais j'ai dit que j'aimerais bien dans les 2 ans qui arrivent, avoir un truc en plus, mais un truc stable, un truc qui fait que je me lève le matin et que je fais ça. Voilà. Tu passes à Angoulême ? J'y suis allé 2 fois. Ouais. Mais là non. Non. J'ai pas y aller. Parce que tu voulais lui faire visiter le. Ah d'accord. Voilà, c'est tout. En tout cas, Kevin, tu es ici chez toi. Mais tu reviens quand tu veux. Mais c'est trop gentil. Vraiment, j'ai passé une super soirée. Merci beaucoup. Tu sais quoi, pour passer une super soirée, il y a aussi soirée manga. C'est un jeu que je te conseille. Elle est plutôt pas mal. Mais par contre, il faut jouer avec le dé. Oui, faut pas s'il vous plaît, jouez avec le dé. Si vous avez le jeu, jouez avec le dé, s'il vous plaît. Ça peut faire un très beau cadeau pour Noël. Un grand merci à toi, Kevin. Merci à toi, mon cher Val. Merci à toi, Ringo. Merci à toi, Nice. Merci à Maël. Merci à Geoffrey. Merci à Juliette, à Shahid, à Face. Et évidemment, un grand merci à vous qui nous regardez sur Twitch et à vous qui nous écoutez tous les mercredis dès 19h et jusqu'à 21h sur les ondes de Move. On revient la semaine prochaine. Je peux pas encore vous dire ce dont on parlera. Vous le saurez en allumant Move. 19h, mercredi prochain. Allez, ciao à tous! Bye bye.